Luka Doncic est donc un joueur des Los Angeles Lakers. Au-delà de cette info, juste comme ça, je veux qu'on se remette dans l'état dans lequel on était hier matin, Erwan, dimanche matin, quand on a appris cette information qui est tombée comme une ultra surprise pour tout le monde. Les joueurs aussi, le staff, Luka, tout le monde, absolument tout le monde, et donc tous les premiers. On savait que ça allait bouger. Il y avait beaucoup de rumeurs sur cette trade deadline. On savait qu'il allait y avoir de gros mouvements. Mais même en imaginant une année où il y allait avoir pas mal d'échanges entre les équipes, pas une seconde on imaginait Luka Doncic être impliqué dans quoi que ce soit. Il fait partie pour moi, pas que moi d'ailleurs, des intouchables. Giannis, Steph Curry, LeBron, Jokic, Doncic. Jusqu'à lundi dernier, Joel Embiid. Dans mon esprit, en tout cas. C'est ça, j'ai beaucoup pensé à notre échange. Ouais. Donc pour moi, il faisait partie des intouchables dans une équipe qui sort d'une finale NBA, donc qui a validé une nouvelle étape dans leur construction, qui en plus, depuis 2 ans, on a l'impression qu'ils construisent plutôt très bien autour de la star, du pilier de ce projet, qui est Doncic. Bon, et là, d'un coup, en fait, t'arrives, t'as l'impression que c'est un enfant de 5 ans qui a fait un bonhomme de neige, il lui manque plus qu'à mettre la carotte sur le nez, et toi, t'arrives un peu bourré, tu mets un chassé dans le bonhomme de neige, il explose, et il faut tout recommencer. Alors, c'est peut-être pas aussi dur que ça, je pars pas complètement à zéro, mais il n'empêche que trader un joueur qui incarne ta franchise depuis qu'il est rookie, tu sors d'une finale NBA avec un mec, je te dis, qui est top 3 meilleur joueur du monde, top 5, on n'est pas là pour débattre de ça, si on veut, et qui a seulement 25 ans, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, et nos réactions aussi font partie des moments un peu, hors les moments de match qu'on vit ensemble, ou quand on est dans la chance d'être dans la salle, ou c'est des moments d'émotion à l'instant T. Là, c'est une émotion que chacun vit chez soi, chacun un peu partout. Nous, on était en week-end. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait une vidéo hier, pour rien vous cacher. On était à Bourg-en-Bresse. Moi, j'étais à Lyon, donc ça a été difficile. J'étais à Bourg-en-Bresse dimanche, j'étais à Paris, moi aussi. C'était dimanche le trade, Erwan. Oui, c'est vrai. D'où le fait qu'on n'ait pas fait une vidéo hier. C'est exactement ce que je viens de dire. On aurait pu se rejoindre, Omar, Bourg-en-Bresse. Oui. Je salue la Gielbourg. Accueil adorable. Toute la ville de Lyon, magnifique, j'adore aussi. Bref. Mais hier matin, en me levant, je me suis réveillé à 10h. Je regarde 400 messages manqués, je me dis ok, il s'est passé encore un vrai truc. Je me dis c'est une blague quand je vois le premier truc, et c'est une notif de l'équipe, tu vois, j'en étais là, hein. Une notif de l'équipe qui met le trade, et je me dis donc il y a vraiment quelqu'un chez les Mavs qui a dégagé le mec qui était censé incarner le présent et le futur, même sans passer de passer le futur pour les 15 prochaines années des Mavs. Ma première réaction, et je pense comme tout le monde, c'est mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Comment on en est arrivé là? Ça va nous amener à plein de questions qui vont être sous-jacentes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que au moment où j'ai l'info, moi je me lève, je vais dans mon salon, je veux faire un kawa. Puis en fait, quand je vois que c'est réel, je m'assois, j'arrête de faire tout ce que je fais, et je me dis mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Luka Doncic est donc tradé aux Lakers. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu cette idée? Pourquoi? Comment? Mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est sûr qu'à l'instant T, on ne savait rien du tout. Là, aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, on a quand même beaucoup d'éléments qui sont sortis. On a eu des certaines conférences de presse même. Mais au moment, les 10 premières minutes, 15 premières minutes, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Après, tu te fais tes propres idées. Moi, je sais qu'il y a eu des moments, je me suis dit, après 10 minutes, je me suis dit, alors peut-être que c'est là-dessus, ça me surprendrait pas que ça soit par rapport à ça, on va y revenir. Mais sur le coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu sais à quel moment j'ai compris que c'était vraiment un truc de fou? C'est que j'ai commencé à en parler avec des gens qui n'avaient rien à faire du basket. Bon là, je sais que j'ai franchi, un truc de se dire, mais non mais tu te rends compte, il y a Luka qui va aux Lakers et tout. Ah ouais, mais c'est quoi un trade? Et là, je fais je suis vraiment dans une torpeur complète. Il est temps que j'appelle mes gars pour en discuter. Il y avait d'autres gens qui savent ce que c'était. Il y en a qui savent pas ce que c'est un trade, ça les empêche pas d'envoyer des grandes vidéos. Allez. Bref, je vous le disais tout à l'heure, on a 7 questions à poser. On va essayer d'y répondre tous ensemble. Vous y répondez, vous, dans le chat, en replay, dans les commentaires YouTube, en replay si vous voulez. Vous nous appelez, bien sûr, ce soir pour qu'on en discute. La première question, elle est assez simple. Est-ce que c'est le plus grand trade ou le trade le plus incroyable de l'histoire de la NBA, si je voulais faire un peu le mec, depuis qu'on couvre la NBA ou qu'on suit la NBA? Non, de l'histoire, allons-y. Moi, je pense que allons-y, parce que de mon vécu,
À moi, Erwan Abotret, oui. Et j'ai envie d'aller plus loin, de dire de l'histoire de la NBA aussi, parce que quand on est en boucle sur NBA TV depuis que ce trade a été fait, ce matin, j'ai passé 3 heures plein fer devant ESPN et NBA TV. En fait, ils sont allés chercher beaucoup d'anciens joueurs, d'actuels aussi, des consultants qui sont dans la ligue depuis 30, 40, 50 ans, et ils sont tous unanimes. C'est le plus grand transfert de l'histoire. C'est le plus grand blockbuster trade de l'histoire. C'est le plus grand séisme aussi de l'histoire de l'NBA. C'est du jamais vu. Un joueur impliqué comme ça, si jeune, si fort, qui sort d'une finale avec son équipe, c'est du jamais vu. Et en plus, il y a tout le côté où il est pas au courant, son agent n'est pas au courant, rien n'a fuité. Donc en fait, c'est un coup de matraque. C'est un coup de matraque terrible derrière la nuque quand tu dis oula, attends, il faut que je digère. Tu sais, ça m'a replongé dans tous les souvenirs qu'on a eu de trade. Donc du coup, moi aussi, je pense que c'est le moment le plus improbable parce que c'est en cours de saison. Ce qui le différencie énormément de The Season, qui était un moment, franchement, pour tous ceux qui l'ont vécu à l'époque, on était encore loin de Twitter et tout, mais d'attendre sur ESPN, sur Basket USA, quand est-ce qu'ils vont le dire, etc. C'était un truc de fou en 2010. Le départ de KD aux Warriors, c'est un moment, on était ensemble, moment où pendant 2 jours on a parlé que de ça, c'était un truc de fou, mais c'était en off-season, c'était des trucs qui étaient un peu, tu sais, tu le sentais, on pourrait parler de Shaq qui part à Miami, c'était un séisme de fou, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était il y a plus longtemps, on pouvait pas le vivre de la même manière. LeBron, on savait que potentiellement il pouvait partir. KD, on savait qu'après la défaite en finale de conf où il mène 3-1, où il perd 4-3 face aux Warriors, il avait un ras-le-bol de Westbrook et qu'il y avait une possibilité qu'il puisse partir. Et c'était pas en saison, vraiment j'insiste. Voilà. Et c'est une intersaison. Là, les Mavs, leur début de saison, il a été un petit peu en deçà, mais il n'empêche qu'ils remettent quand même le train sur les rails depuis quelques semaines. Luka est blessé, il est censé revenir. Ils ont fait des trades l'année dernière, il y a à peine un an, justement, qu'ils ont amené en finale NBA. En fait, tu te dis, ils ont une fenêtre de 2-3 ans. Ça roule. Tranquille. Ça roule. Emile. Bah oui. Donc en fait, oui, la surprise, elle est totale parce que par le nom du joueur, par le timing aussi de ce trade-là en cours de saison, c'est complètement fou. Ça fait 3 ans de toute façon que les trade deadline des Mavs sont folles. Sont très mouvementés. Kyrie Irving, l'année dernière, c'est PJ Washington et Daniel Gafford, mais ça avait fait quand même un vrai plus à cette équipe-là. Et là, c'est Doncic qui se barre. C'est incroyable. Ils ont peut-être la folie des grandeurs du mois de février. C'est un nouveau concept qu'on pourrait inventer dans le nord du Texas. On voulait montrer une petite image que vous avez sûrement dû voir, mais la réaction des joueurs. On a beaucoup dit nous, on était surpris. Je sais que vous l'avez tous été, mais on a parlé à certains joueurs NBA, personne n'était au courant. Et la réaction des mecs pendant les matchs. Donc je pense évidemment à Booker, à KD, à Bradley Beal. On leur file un téléphone en plein match. Ils font qui? Apparemment Devin Booker a fait la blague, mais qui est... C'est Luka Garza qui est transféré. Luka Garza, ouais. Exceptionnel, ça c'est les blagues qu'on adore. On pense aussi aux Blazers qui se regardent tous en disant mais attends, on vient de découvrir un truc de malade, comment c'est possible? Et ça a été annoncé en soirée. Oui. Il y a des gens qui étaient en soirée. En direct d'ailleurs. Il y a des gens qui étaient dans des bars et dans des boîtes et le DJ il a pris le mic et il a dit Luka Doncic vient d'être transféré. C'est quand même incroyable. C'est carrément incroyable. Je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai envie de te dire, on a parlé un petit peu de contexte. On va regarder déjà le trade pour commencer à aller dans l'analyse et discuter un peu plus profondément de tout ça. Parce que il y a bien sûr le fait que Luka Doncic parte avec Maxi Kleber et Markieff Morris. D'ailleurs, Markieff Morris, pour l'instant, on l'a pas vu, mais il y avait que Maxi Kleber dans l'avion, que tout le monde coupe un petit peu. Je sais pas si vous avez remarqué sur les vidéos. Contre Anthony Davis, McChrysty, qui commence à être le premier choix de draft de 2029 des Lakers. Et le Jazz est arrivé là pour faciliter tout ça. Jalen Hood-Schifino qui de second tour de draft de 2025. Merci au Jazz d'avoir participé à tout ça. C'est bien la preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était au courant, puisqu'il fallait qu'une autre franchise puisse le faire. On va maintenant rentrer dans la deuxième question, Erwan, qui va pouvoir... on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé côté Mavs. La deuxième question, c'est pourquoi il le lâche? Quand je te pose la question, là, comme ça, d'après toi, pourquoi il le lâche? Alors... L'explication qui a été donnée par Nico Harrison, c'est on veut faire progresser notre équipe défensivement. Il a ressorti ce vieil adage qui nous explique que la défense gagne des titres. Très bien. Il nous a mis en avant une explication sportive. Bon. Fuck you. Non. Ça peut pas. C'est impossible. Aujourd'hui, pour moi, c'est impossible. Tu ne traites pas Luka Doncic
aujourd'hui pour améliorer ton équipe défensivement. C'est pas possible. En disant, c'est comme ça qu'on gagnera un titre. On s'ouvre une fenêtre de 3. Win now. Non, win now. Voilà, win now. Non, win now. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Non, win now. On veut gagner maintenant. Ah oui. Donc, t'as Luka Doncic, 25 ans, avec qui qui est l'un des meilleurs joueurs NBA depuis son premier match en tant que rookie, avec qui tu fais finale l'année dernière où il fait un run des playoffs exceptionnel et comme un peu tous les Mavs, il souffre face aux Pistons. Et là, tu dis non, ce mec-là, je le vire, je fais venir Anthony Davis, ce qui est un ajout très bien pour cette équipe-là. Et pour gagner maintenant, mais enfin, tu te sépares de ton meilleur joueur pour gagner maintenant. Moi, je ne crois pas du tout à l'aspect sportif. Bah, on va y rester quand même un peu. Mais on peut. Tu veux dire, j'imagine que tu veux pas parler des owners, des propriétaires. Non, c'est plus par rapport à l'attitude. Après de l'interne. Après, on peut parler de l'interne aussi, parce que moi, quand j'ai appris que Luka Doncic était transféré, j'ai été surpris, choqué comme tout le monde. Et puis je me dis, il a dû avoir quelque chose. Mm-hmm. Donc, on connaît Luka, on le voit grossir. On peut dire ce qu'on veut. Oui, aujourd'hui, selon les rumeurs, il fait 122 kilos. Il serait le 7e joueur le plus lourd de la NBA. Bon. Stat qui fait peur. On sait que, donc voilà, il grossit, malgré son talent incroyable, il a que 25 ans, donc tu peux aussi te projeter en te disant, on l'a vu quand même être fantastique sur des compétitions avec son équipe, marbrer des fins aussi de compétition, parce que dès qu'il met plus un panier, dès qu'il est pas assez sifflé, ben au lieu d'essayer de faire autre chose, que les autres peut-être joueurs de son équipe, les Slovènes, avec une équipe où il y a des bons joueurs, non, lui, si c'est pas lui qui met 30, il marbre toute son équipe, il est incoachable avec la Slovénie, il parle aux arbitres, on l'a vu faire des gestes terrible à des présidents à des dirigeants de la FIBA. Donc on sait qu'il y a la gestion du cas Doncic, elle est aussi potentiellement ultra compliquée de ce qu'on voit sur le terrain, comme il est devenu insupportable avec les arbitres, comme par moments il ne veut absolument pas défendre, comme quand il est off-ball, il veut absolument plus être un joueur de basket. Je me suis dit, en interne, ça doit être un bordel infernal. C'est la première, arrête-toi là-dessus. Honnêtement, quand on en a discuté au début, c'est la première réaction qu'on a eue. Ouais. On a dit, il a dû se passer un truc limite grave, peut-être au sein de la franchise, en termes d'attitude, sans aller sur d'autres sujets qui vont arriver après, mais en tout cas, il doit se comporter de manière catastrophique. On vous le redit, on l'a déjà dit, mais quand on était à Abu Dhabi l'année dernière, qu'il y avait les matchs entre Dallas et Minnesota, on a assisté à une demi-heure d'entraînement de Dallas. De toute ma carrière, petite carrière, mais de tous les moments de basket que j'ai vus de ma vie, je n'avais jamais vu une attitude d'un mec comme ça. Il en avait rien à faire. Au-delà du rap slovène horrible qui mettait très fort dans la salle, ça les regarde. Tous les mecs étaient un peu concentrés, concernés au moins, ça discute. Voilà. Lui, jamais le bon maillot. Il est là, il fait ses grands tirs en l'air. Tu vois qu'il en a rien à faire, il parle à personne. Grand smile, donc pas concerné. Donc on se disait, et on se l'est beaucoup dit, si ça c'est une réalité au quotidien des Mavs, c'est une raison qui peut te laisser imaginer qu'il doute d'un avenir avec. Moi, ma théorie, par contre, c'est que un 5 fois All-NBA First Team, multiple All-Star, 3e au MVP, tu le vires pas parce qu'il a des mauvaises habitudes. Alors, moi, je ne peux pas l'entendre. Moi, je ne te dis pas qu'ils ont bien fait de le faire. Je te dis que peut-être, on est surpris comme tout le monde. C'est inimaginable de traîner Doncic, on va le répéter 15 fois dans cette vidéo. Mais alors, s'il faut trouver une raison, peut-être c'est ça là. On rappelle que cet été, il est éligible à 345 millions sur 5 ans. Est-ce que quand t'es GM, tu te dis, je vais mettre autant d'oseille sur ce mec sur 5 ans, alors qu'à 25 ans, mais d'accord, avocat du diable. J'essaie pas de l'avocat du diable, j'essaie de voir comment Nico Harrison a pu penser. Mais en fait, la question que je me pose, moi, Nico Harrison, si il donne pas un super contrat max, ce sera le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, dépasserait Tatum. Si tu le donnes pas à Luka Doncic, tu le donnes à qui en fait, à 25 ans ou à 26 ans? Mais tu vois ce que je veux dire? À qui tu le donnes? C'est là où Victor dans 5 ans, je suis d'accord. Et puis quand même, parce que du coup, je me suis dit, mais s'il le vire, c'est qu'il doit vraiment être insupportable, il doit être infernal à gérer. Et c'est une réalité. Oui. C'est une réalité, c'est pas que des suppositions, puisqu'on connaît un peu quelques gens sur place là-bas, on connaît des gens autour de la franchise. Il est infernal. Oui. Dans le quotidien de la franchise, il est infernal. Ok, tu veux signer cet été, contrat max, pas de problème. Il y a un truc dans un contrat qui s'appelle des clause. Si tu ne fais pas ce poids-là... Je l'attends. Non, mais si tu n'es pas au poids de former tout là, boum, on t'enlève tant. Si tu donnes un comportement, on t'enlève ça. Tu as le droit aussi de manager. Notre grande discussion. C'est notre grande discussion. Surtout un mec de 25 ans qui, accessoirement, t'a emmené en finale l'année dernière. Donc,
L'aspect sportif, je n'y crois pas, absolument pas. L'aspect comportemental peut-être. L'aspect comportemental interne peut-être, mais quoi qu'il arrive, c'est pas suffisant. Mais cousin, pas suffisant. Il a 25 ans. Et oui, et ça se voit de toute façon que il pisse dans les vestiaires et que personne lui dit rien. Tu vois, c'est un joueur Webedia. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc je pense que vraiment, ce mec-là, il faut le cadrer. Il y a 25 ans, on peut cadrer des mecs encore. Ce qui m'embête dans tout ça, c'est que les comportements en kata, en NBA, on en a connu des milliers, je veux dire. Iverson, Shaquille O'Neal, Kobe. La liste, mais oui. Kobe. Les tyranniques Jordan, les tyranniques à qui ont tous les droits, qui font n'importe quoi, il y en a eu des dizaines. On dit pas que c'est bien, on dit juste que la réalité, c'est que dans cette jungle d'ego et d'oseille, il y a des mecs qui sont différents. Sauf que dans ce comportement qu'on peut mettre en avant et critiquer sans aucun souci, c'est un mec qui t'a toujours fait gagner des matchs. C'est un mec qui t'a toujours emmené en play-off, pratiquement à part la saison où Kyrie est arrivé. Donc 4 fois en play-off, 2 fois premier tour des play-offs, c'était contre les Clippers, puis une finale de conférence et une finale NBA. C'est-à-dire qu'il allie à la fois les performances individuelles, on peut dire ce qu'on veut de ses blessures, ça arrive à tous les joueurs malheureusement de rater des matchs. Lorsqu'il arrive en play-off, il a toujours été bon, il a toujours répondu présent. Et surtout, c'est un gars sur qui tu peux compter parce que c'est une superstar, pas en devenir, c'est une superstar depuis le premier jour où il est arrivé, la deuxième saison peut-être, où il est arrivé en NBA. Donc, plus ça va, plus je me dis, mais ça n'a aucun sens de lâcher un mec de 25 ans, et j'ai même pas encore parlé de la contrepartie, on y reviendra après, parce qu'elle a encore moins de sens dans tout ça. Vous avez peut-être vu passer la stat, il y a depuis hier, Luka Doncic a la 2e meilleure moyenne de l'histoire de la NBA derrière Michael Jordan, à 28 points par match. Donc c'est un mec comme ça que tu trades. Disons-le, des mecs comme ça demandent leur trade et partent. Ça arrive tout le temps. Mais personne n'a jamais transféré de son plein gré en ayant réfléchi un gars comme ça. Parce que ce qu'on a appris aussi, tu te souviens, l'été dernier, il y avait eu des rumeurs. Certains disaient, un jour, Luka ira aux Lakers. Même on avait discuté un peu en rigolant. Moi, j'avais dit, oui, je pense qu'un jour, il a le profil pour être la tête d'affiche des Lakers. Mais bon, sans trop y croire. Apparemment, les conversations avec Rob Pelinka et Nico Harrison ont commencé l'été dernier. Vase clos, personne n'en a parlé. Ils en ont discuté lors d'un dîner début janvier. Et aucun n'en a discuté à d'autres. Dans un front office, il y a du monde. On est d'accord. Nico Harrison, il est là, il prend la décision tout seul, sans en parler aux gens autour de lui. Parce que moi, si je suis dans son numéro 2, numéro 3, son stagiaire, je dis... Je pense que c'est une très mauvaise idée. Il faut absolument pas y aller. C'est ça aussi qui est étonnant dans tout ça, c'est que personne ne le savait, ni les agents d'Anthony Davis, ni les agents de Luka Doncic. On a appris il y a quelques minutes que Luka Doncic était en pleurs au moment du trade parce que la semaine dernière, il venait de s'acheter sa grande maison à Dallas pour 15 millions. Donc lui, il avait envie d'être là. Il avait envie de rester au sein des Mavs où il se sentait très bien depuis le début. Donc la surprise, voilà. Bon, on se répète de toute façon là-dessus. C'est dingue. J'ai du mal à croire. Qui est Nico Harrison? Nico Harrison, c'est un ancien de chez Nike. Exécutif de chez Nike. C'est un ancien exécutif de chez Nike avec un poste à forte responsabilité. Et c'est lui qui a raté Steph Curry chez Nike avec une présentation minable où il a écorché à la voix et à l'écrit le prénom de Stéphane. Il avait écrit Kevin Durant parce qu'ils n'avaient pas changé. Ah oui, ouais. Ensuite, il l'appelait Stéphane et il y avait un autre truc, c'était Seth, donc c'était son frère et pas lui-même. Et donc, il est parti chez Under Armour. Moi, j'ai du mal à croire que Nick Harrison, même si on ressort ce dossier-là chez Nike, c'est impossible qu'il ait pris cette décision tout seul. C'est avec les propriétaires, tu veux dire? Pour moi, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu ne peux pas, en tant que GM, prendre cette décision-là. Parce que Luka Doncic, dans le Texas, c'est pas qu'un joueur de basket. C'est ce qu'il est devenu à Dallas, c'est pas qu'un joueur de basket. Oui. C'est la face de la ville, c'est lui qui incarne beaucoup de choses. Et encore une fois, il a des défauts. Il a des défauts, des énormes défauts. Oui. Mais c'est aussi les défauts qui vont avec le fait que ça soit une méga ultra superstar. Un génie de notre sport. Un génie de notre sport. Moi, je dis toujours que c'est un génie de notre sport. Donc,
Mais encore aujourd'hui, c'est incompréhensible. Alors après, il y a plein de théories. On va en parler. Avant de parler de ça, mais aujourd'hui, moi, l'explication sportive, je ne la comprends pas. La conférence de presse avec Jason Kidd, elle est lunaire. Allez, vas-y, tu veux qu'on la regarde? Vas-y, on se regarde un petit peu. Et comme ça, tu peux me décrypter un peu ce que tu vois, parce que t'as raison de dire qu'elle est lunaire. T'as parlé un peu tout à l'heure du profil. Tu sais, tu disais le côté. Tiens, on regarde en ce moment, Nico Harrison est à droite. Jason Kidd, qui n'était pas au courant. Juste comme tout le monde, hein, jusqu'au moment du trade, fait une tête, tu te demandes, mais il se dit, mais le gars, il se fiche de moi. Ils ont beaucoup parlé de culture. Ils veulent changer la culture. En général, quand on dit ça, c'est qu'on veut changer les comportements en off. Qu'est-ce que tu t'as ressenti quand t'as vu Jay Kidd, qu'on croise très souvent maintenant? Ouais, moi, j'ai ressenti le regard de Jason Kidd sur Nico Harrison, c'est le même qu'on a eu tous, j'imagine, en regardant cette news tomber. C'est qu'au bout d'un moment, Nick Harrison, il est là, il se tient bien, il a l'air sûr de son fait, le temps me donnera raison ou pas, non, c'est la défense qui gagne des titres, et en fait, tout le monde le regarde, comme Jason Kidd. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que tu nous dis, en fait? Parce que quelque part, il a volé la star. Aujourd'hui, le visage des Mavs, c'est lui. Bravo, t'as tout dit, mais oui. Mais tu sais pour moi, il a trahi clairement la fanbase, hein. Ah ben, ils lui ont montré. On en parle souvent, tu sais de ça, et moi, plus ça va en vieillissant, plus je me dis que gagner-perdre, ça fait partie d'une histoire, d'une franchise et tout. Il y a un truc, moi, sur lequel, plus je vieillis et plus je suis attaché, c'est des valeurs, parfois c'est surfait, mais en NBA, c'est des joueurs. On est tous entrés par la NBA, par des joueurs, par kiffer certains joueurs plus que d'autres, et donc kiffer ensuite son équipe, parce qu'on n'est pas né aux États-Unis, donc je suis pas né à Houston, je vais pas être pour les Rockets, ça n'a pas trop de sens. Moi, je suis pour le PSG, je suis né à Paris, t'es né à Brest, t'étais pour Marseille. Donc ça marche toujours. C'est petit. Voilà. Non, bon, bref. Et donc du coup, on rentre par les joueurs, et donc là, je vois les mecs, ils sont en train d'insulter Nico Harrison. Ils perdent 700 000 followers sur les réseaux, ça vaut ce que ça vaut, mais ça en dit long sur la réaction des gens chez les Mavs qui ne comprennent pas, qui sont frustrés, qui sont énervés. C'était le passage de témoin le plus parfait entre la dernière saison de Dirk Nowitzki, l'Européen, et Luka Doncic. Enfin, tout était réussi avec ce Marco Ben. J'ai une allégorie là-dessus, même si, encore une fois, c'est pas rendre hommage à Anthony Davis, mais j'ai l'impression que tu prépares ton match toute la semaine de foot. T'es là, bouillant, tactiquement, t'as fait tout ce qu'il fallait, et t'as ton libéro, premier ballon qui reçoit un ballon en retrait, il fait amorti poitrine, il met une demi-volée sous la barre, dans ses propres buts. Une balerdi, quoi. Voilà. Donc, et il est là, il fait là, ne vous inquiétez pas, les gars, on va quand même gagner. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu viens de mettre un but contre ton camp, volontairement, et t'as brûlé le gardien en plus. Et là, tout le monde le regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Lui, il est là, non, mais t'inquiète, on va gagner comme ça. Mais au lieu je vais réduire la fenêtre. Mais Et en fait, c'est une incompréhension, et même lui, dans son attitude, je le trouve, il est dans une méthode couée, parce que je pense qu'il est obligé, de toute façon, de se dire, non, alors il après, défend son truc, quoi. Après, il est obligé de croire en ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait, c'est potentiellement la plus grande dinguerie de l'histoire de la NBA. Oui. Il y a Vlade Divac qui a pas voulu prendre Luka Doncic pour des raisons de merde, et ça lui a coûté son poste. Mais là, je pense que même manager au KFC. Non, mais je veux dire aussi. Au KFC, il fera pas, si ça marche pas. Les Hawks qui acceptent le trade, c'est une dinguerie. On en parle très peu finalement, mais c'est une énorme dinguerie. Je te propose d'accueillir notre premier auditeur. Il a un profil plutôt particulier et je pense qu'il peut nous apporter à notre débat. Il s'appelle Arnaud. Salut Arnaud, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es bien avec nous? Salut Arnaud, tu nous entends? Salut Arnaud, est-ce que tu nous entends? Démute-toi, Arnaud! Effectivement. Je suis démuté. Ah, il est là. Bravo. Salut Arnaud! Allô Thomas, est-ce que tu m'entends? Ouais, on t'entend. Tu nous entends, toi? Parfait, oui, je t'entends parfaitement. Super. Alors, dis-nous un petit peu qui tu es, parce que t'es passé au Standard et t'as un profil intéressant. Ton avis va pouvoir faire avancer le débat. Alors en fait, la particularité, c'est que j'ai travaillé pendant 6 ans dans un club de championnat français, mais pas du côté sportif, du coup plutôt du côté administratif. Et ce que je trouvais très intéressant dans ce trade, je vais pas avoir une posture de fan, que ce soit des Mavs ou bien des Lakers. J'ai entendu que Erwan du coup avait du mal à comprendre une logique sportive dans le trade. Moi vraiment ce qui va m'intéresser, c'est plutôt que je trouve que ça manifeste en fait les problèmes quand on a un mauvais propriétaire.
Je m'explique. Quand tu as un nouveau propriétaire qui n'est pas impliqué d'un point de vue sportif et qui délègue tout à un GM, finalement, tu vas perdre toute la culture de ta franchise. Nous, on avait déjà eu un petit peu ça, et le rôle d'un GM, tel que je l'ai vu et pratiqué avec tous les différents GM que j'ai discuté en championnat français, c'est surtout de maximiser la victoire sur une échelle de 3 à 4 ans. Un coach, tu vas avoir une durée de vie de 2 à 6 mois max. Il y en a qui vont dire plusieurs années, mais dans les faits, au bout de 2 mois, tu peux te faire virer si tu as des mauvais résultats. Et là, pour moi, le gros problème, finalement, c'est que Mark Cuban, qui était super impliqué, qui protégeait ses joueurs, qui, avec ses forces et ses faiblesses, était très impliqué, avec le groupe même, que Dallas mettait bien en place des choses positives. Là, le nouveau n'a aucune culture visiblement, et ils ont totalement sacrifié aussi pour moi leur GM. Alors, c'est bien que tu parles de ça, et c'est pour ça que tu vas nous apporter. Ce qui a été relayé ici ou là, à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que il y a rien de sûr, c'est que lorsque Mark Cuban a vendu pour plus de 3 milliards de dollars, c'est 73% des Mavs qu'il avait acheté il y a 25 ans, 280 millions. Donc la bascule était fantastique pour Mark Cuban. Il avait négocié donc beaucoup d'argent, un rôle de président honorifique, ce qu'il est, mais sans décision. Il a vendu... c'est clair que c'est sans décision. Sans pouvoir décisionnaire, plutôt. À Myriam Adelson et Sivan et Patrick Dumont. Mais Patrick Dumont, c'est incroyable quand même. Pour ceux qui savent pas, Patrice Dumont, il aurait pas vendu Doncic. Il aime trop le basket. Clairement. Il aime trop le basket. La famille Adelson est des magmas des casinos à Las Vegas. Bon, ça, vous l'avez tous su. Et lorsqu'ils ont racheté les Mavs, le but, c'était de s'implanter avec un énorme complexe sport casino à Dallas, dans le Texas. Sauf que pour ça, il fallait que dans l'État de Dallas, du Texas, pardon, promulgue une voie pour pouvoir amener le casino. Vous savez que les États-Unis, c'est toujours très compliqué. Chaque État est géré de manière différente. Visiblement, ces derniers mois, ces dernières semaines, cette loi serait en mauvaise posture. Donc la rumeur, et Arnaud, je pense que c'est ça que tu avais en tête, j'imagine aussi, la rumeur dit que signer un contrat à 345 millions à Luka Doncic et se mettre du coup les finances un peu en galère, ce serait une très mauvaise chose, puisqu'ils imaginent transférer la franchise des Mavs à Las Vegas. Las Vegas fait partie des favoris pour recevoir une franchise lors de la prochaine expansion, mais ce serait un cadeau aussi fait à la NBA pour montrer quelles étaient leurs intentions pour à un moment donné repartir à Las Vegas. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça va dans ton sens à toi, Arnaud, de dire c'est une décision de propriétaire et une direction de propriétaire que Nico Harrison a mis en action. C'est ce que tu disais toi aussi, Erwan. Qu'il essaye de faire passer pour un choix sportif, d'une vision, mais c'est vrai que quand on lit les différents articles, les quelques articles qui parlent de ça, où il y a une pression aussi qui serait mise sur l'État du Texas et la ville de Dallas, de dire où vous nous filez, on laissez faire ce complexe-là, sinon nous on trace à Dallas. À Las Vegas, et c'est pas la NBA qui va nous en empêcher. Allez demander à nos amis de Seattle. Ouais. Comment ça peut se passer? Ça, tous les deux, je suis pas totalement d'accord. Je pense en fait que vous surestimez la compétence et l'intelligence en fait des personnes qui travaillent dans les clubs, tout simplement. Et je pense qu'on sous-estime le fait que les propriétaires de Dallas sont tout simplement pas assez compétents dans le domaine sportif et qu'ils ont juste tout délégué à leur GM. Et tous les deux, vous êtes souvent en lien avec des clubs, que ce soit des clubs de première division ou bien des clubs de plus basse division, et vous savez à quel point les GM sont des profils, on va dire, plutôt névrosés, qui pensent aux victoires, uniquement aux victoires. Et je trouve ça fascinant, moi, pour le grand public, puisque la conférence de presse de Nico Harrison, elle est très bonne, puisque c'est tout à fait un discours et un état d'esprit qu'un GM pourrait te partager en privé. C'est la première fois quasiment que je vois un GM aussi honnête, et même trop honnête, parce que d'un point de vue communication, c'est limite trop transparent ce qu'il dit. Et de fait, c'est tellement transparent que tous les fans pensent qu'il y a anguille sous roche. Mais moi, je pense sincèrement que le mec s'est fait un film. Il a eu Luka Doncic qui était absent pendant toute la saison, qui a fait que 22 matchs, il a vu son équipe et lui, il s'est dit, pour gagner un titre, moi je veux juste gagner un titre, il faut que mon équipe, elle soit hyper forte défensivement, il faut que j'ai des grosses stars qui soient expérimentées et qui travaillent à la salle, et ça, je l'aurais pas avec un mec qui picole et qui a du bide. Et même si on oublie que c'est un des plus grands talents générationnels. Et ça, malheureusement, je pense que le mec se l'est raconté, et il le dit lui-même. Et malheureusement, c'est vraiment le problème. Je pense juste qu'on a affaire à un propriétaire qui a tout laissé.
J'entends ta théorie, elle est archi intéressante. Elle va dans le sens de ce qui s'est passé aux Suns avec Matisse Baya. Mais on voit surtout des propriétaires incompétents, mais qui se mêlent, que ce soit en France ou ailleurs. Souvent, c'est le cas. On voit des propriétaires qui ont de l'oseille et qui veulent se mêler, mais qui n'y connaissent rien, plutôt que des propriétaires qui laissent complètement... Je sais pas, au Stade Rennais, la famille Arnaud n'a jamais... Je t'avoue que je l'ai vécu. Okay, on a le droit à des choix douteux de personnes qui arrivaient. Mais on a aussi l'inverse, et je l'ai aussi vécu, de nouveaux propriétaires qui donnent tout finalement au GM, mais qui n'écoutent absolument pas celui qui est responsable de l'administratif, et celui qui est responsable des commerciaux, de l'administratif, c'est celui qui va plutôt normalement devoir endosser le côté fanbase, culture club. Et normalement, c'est ce mec-là qui est censé dire on arrête tout de suite, jamais on trade Doncic. Le GM, il est dans son rôle, c'est son rôle de maximiser à 3-4 ans. Je sais que ça peut paraître fou dit comme ça. Moi, je suis un grand fan de Doncic, j'aurais aimé qu'il reste à Dallas. Je trouve que c'est terrible pour cette franchise, mais lui, il est dans son rôle, il est payé pour ça, et je pense objectivement qu'il est persuadé du discours qu'il donne, mais c'est le rôle d'un propriétaire et c'est le rôle d'un directeur administratif de lui dire qu'il fait n'importe quoi et qu'il faut davantage qu'il s'occupe de ses oignons et qu'il fasse autre chose. Mais pour aller dans ton sens, on a appris aussi que Nico Harrison avait d'abord consulté les Bucks pour essayer de choper Giannis. Ils lui ont dit non. Et ensuite, il est allé donc du côté des Lakers pour essayer de choper Anthony Davis. Je pense que c'était sa shortlist. Oui. C'était Giannis. Il a dit, on veut un poste 4 très fort en défense et une superstar parce que c'est Luka. Le choix 1, c'est Giannis. Le choix 2, c'est Anthony Davis. Je sais pas qui aurait été le choix 3 par contre, mais tu vois, je crois que et là, ça va dans ton sens, Arnaud, dans le sens, qu'est-ce qu'ils ont foutu? On comprend pas trop. Ils ont fait un truc comme si c'était à Touquet, en fait, tu vois. Comme si c'était dénué de tout sens relationnel. Mais, moi, je reste persuadé que un dernier point. Vas-y, je t'en prie. Et je pense sincèrement, en fait, qu'il y croit à sa vision, qu'il en est persuadé. Et en fait, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que ce mec, partout là actuellement sur Twitter, etc., on essaie de le faire passer pour une buse, on ressort son dossier sur Nike, alors que dans le milieu, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, qui est connu pour travailler très bien et qui a une vision qui est partagée par d'autres GM. Là, actuellement, tout ce qu'on sort, c'est que c'est la pire des buses, que tous les GM se foutent de sa gueule et que personne n'aurait fait ce trade, ce qui est possible. Mais c'est juste, en fait, le problème, c'est qu'on est tombé sur un GM un petit peu extrémiste qui est allé au bout de ce qu'il pense être sa vision pour gagner un titre. Et malheureusement, on l'a laissé faire. Ça, c'est le problème. Mais donc c'est un mauvais GM alors. Donc c'est un mauvais GM. Après, il y a beaucoup de GM. Sauf s'ils sont champions. Mais du coup, là, je rejoins Arnaud, il va au bout de son idée. Peut-être qu'il va se brûler les ailes, peut-être que non, peut-être qu'il va... Finalement, il sera reconnu comme un génie s'il ramène un nouveau titre. Moi, je vois aussi beaucoup de GM en NBA. On a fait des émissions spéciales autour de ça où les mecs ils sont dans leur burlingue, ils prennent zéro risque pour justement garder leur taf. Et là pour le coup, Nico Harrison qui est un jeune general manager en basket, 3 ans qu'il est Mavs, qui a réussi des coups Irving, donc il a essayé de construire quand même il a construit autour de Doncic sur les deux dernières trade deadline. Et là du coup c'est sa pièce maîtresse qui donc ça va. Donc en fait il se dit ok je tente mon coup. Alors c'est peut-être une tête brûlée. Il pose ses outils sur la table clairement avec cette prise de risque là. Donc c'est de la merde. Folle. Disons-le. Moi je suis désolé mais la vie c'est pas d'être toujours jusqu'au bout. Alors je dis c'est la merde. S'ils font un tripit, c'est les premiers depuis les Lakers à le faire, et ça aurait pas de sens d'avoir dit qu'il avait fait une connerie. Moi, je crois quand même que la vie, c'est d'avoir une idée, d'essayer d'aller au bout, mais aussi d'avoir des garde-fous autour de soi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ça va dans le sens d'Arnaud, c'est que on sent bien que c'est une décision prise un peu de manière cavalière, avec ou pas le proprio. Vous savez quand même bien que lorsqu'il y a un trade comme ça, il y a toujours, un trade en général d'ailleurs, le proprio est toujours obligé de valider, c'est le dernier rempart, c'est lui qui dit. Donc soit ils étaient convaincus ensemble, soit il y a des trucs plus sombres dont on a parlé, et pour l'instant c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Il a dit dans cette interview, il a dit qu'il avait informé excuse-moi Thomas, il avait dit qu'il avait informé le propriétaire, et que le propriétaire a rigolé. Ça montre que le propriétaire est désinvesti, et encore une fois, je pense que les gens sous-estiment en fait que pour connaître aussi des amis qui travaillent dans des clubs de football de première division ou dans d'autres clubs européens, en fait les gens pensent que les mecs sont super câblés, sont hyper forts, etc. Non, pas forcément. En fait, il y a des propriétaires qui n'ont pas tout ça et qui délèguent, et qui des fois délèguent mal, parce qu'en fait ils oublient qu'il faut deux pouvoirs, à la fois un pouvoir sportif et un administratif. Et ce qui est très problématique dans des clubs, c'est quand il y a soit, dans certains cas, le pouvoir administratif
qui prend le pas, soit de l'autre le pouvoir sportif. Et là, en l'occurrence, ça a été le pouvoir sportif. Et encore une fois, j'aimerais juste insister, ce mec, Nico Harrison, il a une très bonne presse dans le milieu et c'est quelqu'un qui travaille très bien. Quand il est arrivé, les gens étaient dithyrambiques, quoi. Et tout le travail qu'il a fait jusqu'à là. Moi, j'ai beaucoup dit qu'il était très bon, hein. Il est arrivé en 3 ans, en 2 ans, en 2 saisons et demie, il les a envoyés en finale. Ouais. En faisant venir une superstar autour de Doncic qui n'avait jamais réussi à faire les Mavs depuis qu'il était là, et avec des ajustements avec Gafford et PJ Washington. Donc pour tout ce qu'il faisait, c'était parfait pour l'instant. Merci Arnaud de nous avoir rappelé. Tu nous rappelles quand tu veux, hein. Tu me régales. Tu nous as régalé là. Masterclass. Bravo Arnaud. Bébé qui pleure derrière et tout, pas déconcentré. Bravo, hein. Il y a aucun souci en tout cas. On va pas te demander les clubs où tu as travaillé parce que sinon tu vas plus jamais travailler. Non, mais continue en tout cas, j'ai arrêté, je travaille plus maintenant dans les clubs, mais continue en tout cas ce que vous faites, c'est bon, je pense que vous êtes au courant, mais il y a de nombreuses personnes dans les clubs qui vous écoutent, parfois des fois pas forcément qui sont pas forcément contents des retours des fois, mais en tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous faites et continuez. Bon, merci beaucoup Arnaud. C'est toujours la même chose, on veut de l'exposition des fois dans le championnat, mais quand on discute les décisions qui sont prises, on veut moins l'exposition, quoi. Ah oui. Sachant qu'on est vraiment très sympa avec tous les clubs de championnat de France. Les clubs de l'NB. Bien plus qu'avec les franchises NBA. Franchement, on dit jamais rien de mal sur les mecs, quoi. Et l'NB des Zone Club, d'ailleurs, revient juste après les Leaders Cup. Ouais, exactement. Merci Arnaud. Et évidemment, c'était pas la famille Arnaud, c'est la famille Pinot qui est au Stade Rennais. Je me trompe à chaque fois parce que je suis naze. Merci Arnaud, vraiment. Merci de nous appeler pour nous apporter comme ça. C'était très, très intéressant. On va en continuer avec tout ça parce que il va falloir qu'on s'intéresse à l'aspect sportif. Là, en 40 minutes, on a fait 2 questions, mais en même temps, on a 2 heures jusqu'au NBA Classic Games. On avait le match de 2016 là avec le Thunder et les Warriors et le tir de Steph Curry. On va se replonger sur. J'ai quelques trucs encore qui sont marqués avant d'aller dans le sportif. Regarde, écoute. Déjà, c'est quand même fou de se dire que Nico Harrison est là et qu'en 3 ans. Jalen Brunson, Porzingis et Luka étaient là, sont tous partis. Quand on a vu la photo là, je me suis dit, c'est quand même incroyable et que chacun ait des destins, enfin chacun, en tout cas les 2 premiers. Brunson est devenu une star à New York. Et l'autre il est champion. L'autre il est champion. Bon, facile. T'as parlé de ça, ils auraient demandé aux Bucks. Moi, la grande question que je me pose, et je peux comprendre parce que quand c'est ultra confidentiel comme ça, tu peux pas le dire. Mais pourquoi ils n'ont pas testé le marché pour Luka ? Pourquoi, à un moment donné, ils ont pas... Alors, dit à plusieurs équipes, voilà, il est dispo. Parce que quand on voit les trades de Rudy Gobert, de KD, quand il passe des Nets aux Suns, quand on pense à Mikal Bridges, le nombre de joueurs, de futurs bons joueurs, de nombre de choix de draft, vous savez que c'est la denrée rare de la NBA. Je pense bien sûr au trade de Paul George avec Shea et 9 choix de draft. Il y avait 4 premiers tours de draft et 5 swaps. Comment ils n'ont pas testé le marché juste pour voir 24 heures ou, tu sais, comme dans les films, vous avez 1 heure pour me faire une proposition. Comment c'est possible qu'ils aient fait ça en catimini ? Écoute, on a la réponse, je le sais, mais c'est ce que j'allais te dire. On a répondu à pas mal de choses depuis le début de l'émission. Celle-là, je ne sais pas comment. Moi, je vais quand même essayer, c'est que quand je l'entends dire en conférence de presse, on veut gagner maintenant, c'est qu'en fait, il a son idée, mais c'est même pas une idée qu'il avait. Il avait une liste de 2 joueurs. Peut-être une 3e, si Rob Pelinka avait dit non. Il a dit non en conférence de presse, mais bon, tu connais. Écoute, Giannis ou KD, ou Giannis ou AD, voilà. Si j'ai un des 2, ça peut me permettre d'être champion dès cette année-là. Mais encore une fois, là, notre ami, et c'est un mauvais jeu de mots par rapport aux rumeurs qu'il y a autour des nouveaux propriétaires des Mavs, il joue au casino, là. Je veux dire roulette russe. Ouais, il joue à la roulette russe, notre ami. Donc, ça me paraît fou parce que clairement, tu mets Luka sur le marché. Tout le monde va t'appeler. Toute la terre entière. Là, tu vas recevoir des coups de fil et là, tu vas pouvoir te friser les moustaches. C'est-à-dire que déjà mettre Luka sur le marché, c'est une dinguerie, mais au moins de le mettre sur le marché et le kiff de dire je choisis qui je veux et je monte un package énorme et l'équipe où il va aller, je les ai pillés de tout ce que je pouvais les piller. Là, même pas. Là, il est en valeur absolue, il est perdant dans le trade. Même si c'est Anthony Davis qui arrive, on va en parler dans un instant. On a donc Stephen Brun qui est là. Et oui, Stephen nous rejoint. Ça tombe bien parce que vous savez qu'il apprécie particulièrement les Mavs et qu'il adore Luka Doncic et qu'on a envie d'avoir son avis sur ce trade. Est-ce que tu nous entends, Stephen ? Oui, je vous entends bien. Tu vas bien ?
Très bien, et vous? Non, écoute, ça va. Comme tu vois, on peut enfin débriefer en live ce trade. Je sais pas par quoi tu veux commencer, Stephen. Je sais que tu as eu des infos chez les Mavs. Après, on va se projeter un petit peu sur le sportif et tu peux rester un peu avec nous. Mais je sais pas, quelle est ta première intuition après tout ce dont on vient de parler? D'abord, j'ai une question. C'est qui le mec que vous avez reçu avant, là? Il s'appelle Arnaud et il a travaillé dans des clubs du championnat de France. Je sais qui c'est. Tu sais qui c'est, vraiment? Il connaît tout le monde, celui-là. Il est trop... Ouais, c'est vraiment qui c'est? L'œil de Moscou de la BetClick, quoi. Je te jure. Élite. Big Brother. Ah ouais, je te jure. Bon, écoute, dis-nous alors ta première... Il a été GM dans quelques clubs, c'est plutôt quelqu'un de compétent. Eh bah écoute, très bien. Dis-nous Esther, alors... c'est le macartisme, mon gars, dans le... Ouais, trop fort. Stephen, tu peux te mettre en horizontal, s'il te plaît, pour qu'on puisse t'afficher à l'écran. Pour que tu sois plus à l'aise. T'es bête. Allez, vas-y, il est 20h44, faut qu'on avance. Stephen, on va parler du sportif, etc. Mais j'ai quand même envie que tu nous donnes tes premiers feedbacks. À la fois, toi, ta réaction de tout ça. Je sais que tu kiffes Luka. Et aussi, ce que tu as pu apprendre. Il est là, regarde comme il est beau. Et un peu, ce que tu as pu apprendre sur les raisons de ce départ. Si tu peux faire concis, qu'on puisse avancer, s'il te plaît. Écoute, surpris, hein, je vais pas innover, surpris comme tout le monde. Maintenant, au-delà de la stupéfaction, j'ai essayé de comprendre pourquoi déjà, parce que vous avez déjà sûrement tout expliqué. On parle de Luka Doncic, un des top 3, top 5 meilleurs joueurs de la ligue depuis 3-4 ans. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Et c'est marrant parce que c'est arrivé le dimanche matin à 9h et mon téléphone a sonné à 9h10. Un mec des Mavs qui m'appelle. J'ai une connaissance dans le management des Dallas Mavericks qui m'appelle parce qu'il sait que je suis fan de Nowitzki et fan des Dallas. Et donc je lui dis mais gros, explique-moi. Et donc il m'explique en fait. Il m'explique au-delà de ce que produit Luka sur le terrain, qui est exceptionnel, on va pas passer 2 heures à parler de la qualité du joueur de Luka Doncic. Il y a un problème sur son métier de basketteur professionnel. Mais pas, on ne résume pas à ça que faire 30, 10 et 8 tous les soirs en NBA. Il y a autre chose autour du métier de basketteur professionnel que n'a pas Luka en fait. La rigueur, l'éthique de travail, le leadership. Voilà, quelques exemples. Il m'a cité quelques exemples d'entraînement où Luka était capable d'adresser la parole à personne pendant une séance de 2h30. Donc tout ça, au bout d'un moment, quand Mark Cuban n'est plus là et que Mark Cuban est un peu un gogo de ses joueurs et laisse passer tout ça, quand il y a un nouveau management un peu moins gaga devant leurs joueurs, ça passe un petit peu moins bien et qu'il y avait 345 millions les mecs sur 5 ans et qu'à un moment donné il y a une réflexion à faire sur la mise en danger de la franchise, de peut-être s'emprisonner sur quelqu'un pendant 5, 6, 7 ans qui au final ne t'amènera pas là où tu veux. Il me dit, toutes les superstars, les Giannis et compagnie, vous avez déjà sûrement entendu dire c'est des bêtes de travail. Les mecs sont là le matin très tôt, là très tard le soir, ça bosse. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose comme ça à propos de Luka Doncic? Jamais. Moi, je l'ai jamais entendu. Jamais. Moi, j'ai jamais entendu. Et ensuite, je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas sondé le marché en fait? Pourquoi uniquement avec les Lakers? Et il me dit, pour un transfert de cette magnitude-là par rapport à la qualité du joueur, si tu commences à dire à 1, 2, 3 équipes que Luka est sur le marché, déjà les équipes, il me dit texto, les équipes elles vont te baiser, elles vont faire en sorte que tout le monde sache que tu as mis Luka sur le marché et que si jamais tu ne transfères pas Luka Doncic parce que tu n'as pas la contrepartie nécessaire, t'es mort. C'est-à-dire que t'as perdu le joueur. À vie, t'as perdu le joueur. Luka Doncic, si jamais ton métier. Et qu'il apprend qu'on l'a mis sur le marché, t'es mort. Tout simplement. Écoute, c'est passionnant. C'est passionnant à entendre et à écouter. Comme t'es là, je veux quand même qu'on mette la réaction à la fois de Luka. Alors Luka a parlé des fans, de son implication, qu'il a toujours apprécié. Alors, et là regarde le futur joueur NBA. Ouais, 345 millions, Liam, 345 millions. Avec le maillot de tonton qu'il a rapporté de New York. Régalade. Je régale. Je disais oui, Luka a une réaction professionnelle, en tout cas dans ce qu'il a pu donner aux réseaux sociaux. En revanche, son père était bien plus énervé. On le prend juste vite fait. Après, on va sur le sportif parce qu'il y a trop de trucs à dire, pardon. Le père de Luka Doncic donc a dit: avec cet échange, l'hypocrisie des Mavs me blesse personnellement. Luka ne méritait pas ça. Il a fait beaucoup de sacrifices. Il respectait vraiment Dallas. Ce n'est pas un problème pour lui de participer à des événements caricatifs. Bon, ok. La saison dernière, il a joué 100 matchs à 40 minutes de moyenne. C'est vraiment injuste de la part de certaines personnes de Dallas.
On sent beaucoup d'énervement. On l'explique aussi parce que avec ce transfert, Luka Doncic perd presque 200 millions de dollars entre donc le contrat à 345 millions qui lui était promis, le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Il peut plus l'avoir. Il peut plus l'avoir parce que il est plus dans son équipe qu'il a drafté. Les Lakers ne pourront lui proposer que 220 millions sur 4 ans. On va pas l'embêter, hein. Et on rajoute aussi à ça les taxes de côté Texas qui sont zéro, ils sont beaucoup moins, et 35% du côté de la Californie. Ça, c'est pas rien. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Okay. Je vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Moi, je vois un chiffre, ça marche. Ouais, bien sûr. Vous savez tous que c'est très sympa de vivre dans le Texas quand on est très riche. C'est beaucoup mieux. Donc, on parle de presque 200 millions de dollars qui passent, hop. En plus de ça, on a appris donc, je le répète, hein, mais qu'il a acheté une maison à 15 millions à Dallas la semaine dernière. Gros, c'est vrai, c'est quand même, moi, j'appelle ça une trahison, hein, je vous le dis la vérité. Airbnb, gros. Quoi? Airbnb, gros. Moi, j'appelle ça une trahison. Est-ce que toi aussi, tu penses, t'as la sensation que c'est une trahison ce qu'ont fait les Mavs à Luka? Trahison, il y a forcément c'est une relation amoureuse en fait. Luka, son père est touché, Luka est touché parce qu'ils se font larguer en fait. Ils se font larguer. Moi, j'ai jamais connu ça. Je sais pas, peut-être qu'Arwan peut nous expliquer la sensation. Mais non, attends, Steph, c'est pas fini hein, la vie. Hein. Oh non, arrête. Mais à un moment donné, les mecs, vous savez dans quel milieu vous êtes, vous savez dans quelle ligue vous êtes. Vous en avez vu d'autres, pas de cette envergure-là. Vous savez que c'est un business avec tellement d'enjeux autour qu'une trahison, ça me paraît un peu gros. Alors forcément, tu as toujours un espoir de finir toute ta carrière dans la même franchise, ce qui était le cas de Luka, parce qu'il avait l'exemple Nowitzki avant, il voulait sûrement faire la même chose. Mais à un moment donné, tu peux pas t'opposer à des dirigeants, à des propriétaires qui mettent de l'oseille, qui ont beaucoup d'oseille et qui ont peut-être une vision différente, qui est la tienne. Luka Doncic, il a sa vision à lui, de joueur de basket en disant je suis performant, je suis bon, machin, mais peut-être qu'il y a d'autres choses en haut qui font que ils ont envie de prendre d'autres décisions. Une trahison, mec. Tu vas t'en remettre hein, dans 15 jours, tu vas jouer sur le maillot des Lakers, tu t'en remettras rapidement. Steph, moi, j'ai une question pour toi. Nous, on a eu la chance de le voir dans des compétitions internationales. Il nous a à la fois régalé, il a à la fois agacé par des comportements dès que le match n'était plus à son avantage. On est là à parler de trahison, on est là à dire qu'effectivement c'est un choix incompréhensible pour un joueur de 25 ans, mais j'ai aussi envie de dire, et j'ai envie de te lancer là-dessus, qu'il paye aussi un petit peu sa manière d'être, sa façon d'être. Tu parlais du professionnalisme de basketteur de Luka Doncic, il paye quand même aussi certains excès qui s'étaient allègrement accordés depuis qu'il était rookie. Voilà. On a perdu Stephen, on essaie de le récupérer. Ah, attends Stephen, on t'entendait pas. Vas-y. Ah, ça y est, je suis là. Vas-y. Je vais pas parler, c'est pour ça. Non, t'as raison. Tout ce qui s'est accumulé sur ce qu'a fait Luka sur le terrain, ses réactions, les fautes techniques, les insultes aux arbitres, tout ça mis bout à bout, ses comportements parfois nonchalants, parler mal à ses coéquipiers. Bon, on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu de nos propres yeux. Quand on parle de leadership, mec, il parle mal à ses coéquipiers. Donc. Il parle mal à ses coéquipiers. Il fédère pas autour de lui. Il fédère parce qu'il procure dans le jeu, parce qu'il produit sa qualité de jeu, sa qualité de passe. Il emmène les gens autour, mais pas son leadership. Tout ça mis bout à bout. Mec, tu le payes en fait. Tu le payes, le fait ce qu'on m'a dit aussi, c'est que normalement son mollet c'était 2 semaines. 2 semaines. Ça fait 6 semaines qu'il est out et ça fait 6 semaines qu'il ne fait pas en sorte de se remettre en forme pour revenir un joueur de basket de haut niveau. Il a des kilos en trop, mec. Depuis quand tu prends des kilos en trop quand t'es blessé, quand t'es leader de ton équipe, quand t'es censé être un des meilleurs joueurs de la ligue, quand les médecins te disent 15 jours et que ça fait 6 semaines et que t'es toujours pas revenu. Je peux comprendre que ça peut agacer, bon. Et qu'à un moment donné, quand t'as ta petite idée dans la tête, est-ce qu'on traiderait pas Luka et qu'au début, qu'est-ce que tu racontes? Et tu commences à réfléchir. Allez, il y a ça, et tu vois forcément beaucoup de côtés négatifs et tu mets de côté positif. Tu payes au bout d'un moment. Tu peux pas réclamer des contrats super max. Tu peux pas réclamer l'oseille que tu réclames sans donner aussi. C'est pas que dans un sens. Je peux comprendre dans la frustration. Les gens vont dire, c'est un deal de fond. Oui, c'est un deal de fond. Mais quand tu réfléchis bien en profondeur, tu peux comprendre aussi la décision de notre ami Nico. Moi, je vous le dis et je vous le répète. Toutes les raisons énoncées par Stephen, par Erwan, que j'ai dit tout à l'heure, je les comprends. Mais à aucun moment,
ça doit t'amener à le trade pour de vrai. Mais c'est impossible. Ça n'existe pas. Tu as un gars qui a toujours performé quand il a joué. Toute sa vie, ils étaient en finale. Il y a 6 mois, tu fais finale. Enfin, 7 mois, tu fais finale. Ils ont construit leur équipe. Combien de fois on a fait le débat qui est le meilleur autour de... Ils ont une super équipe, il y a tout pour. Là, ils sont baissés en ce moment. Ils sont même pas complètement largués. Et le trade... Thomas et Erwan, ça fait pas 2 ans et demi, 3 ans que dans chaque phase des shows, quand on fait un spécial Lucas ou un spécial Mavs, on répète « Prends soin de ton corps, mec. Deviens un athlète. » Ça fait pas 3 ans qu'on le dit, ça? Si, ça fait même plus. Bon. Mais on dit ça et ils font finale. Ouais. Donc quelque part, ils cochent les cases. Il y a une évolution dans le projet de Doncic. Après, ce que je disais tout à l'heure, Steph, et je vais avoir ton avis là-dessus, c'est que t'as raison. Contrat max à 345 millions, au bout d'un moment, j'ai envie que t'aies un peu des abdos plus que de la bedaine. Oui. Mais est-ce que, et dans les comportements, tu dois être exemplaire. Mais dans un contrat, et tu l'as peut-être certainement connu, parce que moi, les enveloppes de cash en N3 à 600 €, bon, bah. Je dis pas ça, tu vas avoir des problèmes. Là, en général, bon, il y a prescription. Là, en général, t'as pas de clause, mais on a le droit de lui mettre des clauses dans son contrat, Luka Doncic, de lui dire, si t'es pas au poids là, on t'enlève ton d'oseille. Si tu fais des comportements comme ça. Si tu manques autant de matchs, si tu manques autant de matchs et tout. Tu vois, tu peux mettre des clauses et en gardant le joueur. Pour moi, vraiment, le foot sur le marché de cette manière-là, c'est une dinguerie incroyable. Oui, c'est une dinguerie incroyable. C'est une dinguerie incroyable. Oui, je sais pas si t'as le droit de mettre des clauses de ce genre-là sur des contrats NBA. Tu peux faire des choses, parfois pas. Je sais pas si c'est réglementaire. Je pense qu'il y a des choses interdites réglementairement de mettre des clauses sur si tu fais 110 kilos ou 120 kilos, on t'enlève. Je sais pas si c'est autorisé, mais je pense qu'on en apprendra un petit peu plus dans le futur, parce que les langues se délient avec le temps. Ça reste un deal de fou, en fait, incompréhensible. Maintenant, je trouve qu'on parle beaucoup de Lucas, de pourquoi son départ. On a l'impression qu'ils ont quand même tradé Lucas contre Drew Eubanks. Voilà. Écoute, c'est parfait, parfaite transition. On va se remettre le récap du trade rapidement et on va ouvrir la troisième question qui est la suivante. Quelles ambitions avec Anthony Davis? Parce que maintenant qu'on a parlé en long et en large du pourquoi et ce qu'on ne comprenait pas, je vous rappelle donc que Luka arrive aux Lakers avec Maxi Kleber et Markieff Morris et donc que les Mavs récupèrent Max Christie qu'on aime bien, un premier tour de 2029 des Lakers. On aime bien aussi. On aime beaucoup. Et donc un joueur qui est aujourd'hui top 5, top 6 que vous voulez de la NBA, qui fait une saison de MVP, qui n'a manqué que 15 matchs sur les 2 dernières années, qui est beaucoup moins injury prone qu'il y a quelques années. Qui va rejouer 4. Qui saoule tout le monde à vouloir jouer 4 et il paraît que ça fait partie de tout ça côté Lakers pour l'enlever de l'effectif. Erwan, dis-moi honnêtement, cette équipe là en l'état, qu'est-ce qu'elle joue? Est-ce que c'est pas, et ils l'ont dit, win now, c'est-à-dire si tu vas pas en finale, c'est un échec? Tellement dur de s'imaginer parce que déjà on les a pas vus jouer ensemble. Oui. Maintenant, pour moi, Anthony Davis, c'est un plug and play, quoi qu'il arrive. C'est un magnifique joueur. Il est sur 2 saisons mode MVP, sur un poste 5, ce qui a son importance. Alors, sa nouvelle lubie de jouer poste 4, on l'a vu jouer poste 4 sur les 2 saisons, 3 saisons après la bulle. Il était infect à s'inventer des vies, à être dans une nonchalance. Il s'était remis au mastic là où il doit être et avec tout le talent qu'il amène à pouvoir mettre des tirs extérieurs, à pouvoir créer aussi sur de l'open court et tout. Donc, pourquoi pas, mais à voir maintenant. C'est-à-dire Kyrie, pour moi, va redevenir le créateur numéro 1 d'une équipe, peut-être le leader même d'une équipe. On se souvient de ce qu'il a été à Boston, on se souvient de ce qu'il a été à Brooklyn, même s'il n'était pas numéro 1. C'était compliqué pour lui, ça a toujours été, on le sait, on l'a vu avec LeBron en disant, c'est le 1 bis parfait, le numéro 2 parfait. Hop, il a essayé numéro 1, kata, il est rendu à côté de Luka. Ah ben, c'est le numéro 1 bis parfait, c'est son meilleur rôle. Donc là, quelque part, lui aussi, il monte en grade. Est-ce que maintenant, à un âge beaucoup plus avancé, avec un vécu différent, avec une déception parce qu'il a apprécié jouer avec Luka et que lui aussi a été surpris. Enfin, il y a aussi ça à digérer. Donc on va voir comment à Kyrie Irving, que ça soit sportivement et humainement, il digère tout ça. Après, Gafford d'Anthony Davis, je vais te lancer Steph là-dessus. Bon courage, les gars, pour les sortir. Les 3, Lively. Et Lively. C'était ce que j'allais dire. J'allais dire qu'à l'intérieur, je vois pas ce qu'il y a de mieux en NBA actuellement. À l'intérieur, je te parle de densité. Quand t'as Lively, notre ami Gafford d'Anthony Davis, je sais pas s'il y a mieux actuellement dans la ligue. Kyrie, j'ai beaucoup regardé les Mavs ces derniers temps, donc sans Luka. Kyrie est un joueur exceptionnel. Peu importe 2016, 2018, même en 2025, c'est un joueur exceptionnel qui va porter beaucoup de responsabilités sur la création parce qu'autour de lui, il a peu de créateurs. C'est-à-dire que Klay Thompson n'est pas un créateur, PJ Washington n'est pas un créateur. Ce sont des mecs de Ils sont deux avec Spencer.
Oui, avec Spencer Dinwiddie, les mecs qui sortent du banc, qui mettent des pantons, ils vont en mettre Hardy, Grimes. Ces mecs-là ne sont pas des créateurs, donc beaucoup de responsabilités sur les épaules de Kyrie. Maintenant, je pense qu'il est capable de les assumer. Cette équipe, moi, elle est forte. Je vais pas dire elle est meilleure que quand c'était Lucas. Ça va être totalement différent, mais je reste persuadé que cette équipe, elle est forte. Parce que PJ Washington est très fort défensivement, ça va monter en grade défensivement. PJ Washington est un fantastique joueur de basket, les deux pivots aussi. Klay Thompson, qui va peut-être bénéficier, parce qu'à un moment donné, si Anthony Davis, il va pas être un poste 4 au large, il va pas faire arrêter ses conneries, c'est lubies d'après-bulle où il veut jouer comme Gershon Yabusele, il va falloir arrêter son délire. Donc Klay Thompson va peut-être profiter de ça. Moi, cette équipe des Mages, je te dis pas que je la kiffe de ouf, mais elle est très dangereuse. Moi, je la trouve très dangereuse. Je vous rejoins complètement. Quand on a fait le trade, la première chose qu'on s'est dit, c'est ils ont une équipe de malades mentales. Vraiment, c'est une grosse équipe, forte partout, très peu de faiblesses, les ailes. Merci Super Tom, bravo. Le 5, on verra si Quentin Grimes fait l'affaire, parce qu'on est tous plutôt d'accord pour dire que PJ Washington, et c'est une vraie question, va se décaler sur le poste 3. Oui. Ce sera Gafford et Anthony Davis pour débuter. Je la trouve complète, je la trouve très expérimentée, vraiment. C'est une équipe, tu sais, quand tu te projettes sur les futures séries playoffs de l'Ouest, je suis pas loin de les voir tout en haut de la conférence Ouest avec OKC et avec les équipes que vous pouvez apprécier un peu plus que d'autres. Maintenant, j'ai beaucoup de doutes sur les choses suivantes. En faisant ce trade et en disant en conférence de presse, on doit gagner maintenant, tu mets une pression de fou. Gros, tu mets qu'ils avaient déjà un peu en étant finaliste. Absolument. Mais dans un projet qui grandissait une dynamique. Là, tu casses la dynamique pour changer complètement de style de jeu. Et l'autre quand il dit Nico Harrison, quand il dit maintenant, moi je l'interprète plus comme maintenant dans 2-3 ans en fait. Les 2-3 ans, ils sont pas. Attends, Kyrie 33, Anthony Davis 32, Klay Thompson va avoir il a 35 ans cette année. Enfin, d'accord, mais ils sont pas jeunes, tu vois, c'est pas des primes. Moi le NAV, je suis pas dans 2-3 ans, je suis cette année, l'année prochaine max. Hein. Et je vais vous dire ma plus grosse crainte, c'est que ils ont décidé de jouer la défense et jouer grand. Bravo, ça régale, machin. Mais tous les projets grands ont besoin de temps pour jouer ensemble. Ouais, c'est pas un grand. Pour moi, c'est pas grand Jarrett Allen, Evan Mobley. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'Anthony Davis. Non mais attends, très bien, Anthony Davis. Evan Mobley est un petit Anthony Davis, il peut dire... Enfin bref, je fais des comparaisons. Les projets grands de la NBA moderne ont besoin de temps. Une année de saison régulière entière, un jeu de play-off, tu t'ajustes un petit peu la saison d'après, etc. Là, tu vas jouer avec Daniel Gafford qui est un vrai 5 qui peut pas s'écarter, Lively qui nous surprend par sa qualité de passe, et donc Anthony Davis qui va jouer que 4, et tu l'as dit tout à l'heure, je demande à voir. Moi, ma grande crainte, c'est PJ Washington en 3. Il a jamais joué 3 de sa vie, et il a été excellent l'année dernière, sur le poste 4, sur le short roll, les passes D, l'agressivité sur parfois des profils qui sont plus hauts, du small ball qui pouvait punir. Je n'ai aucune garantie sur un mec comme PJ Washington, qu'on apprécie, sur un poste 3, sur un 5 majeur. Ah oui, offensivement. Ouais, je veux bien que la défense gagne des titres. Je me rappelle quand même que la dernière finale, ils sont à court en attaque. Ah ouais. Ils ont plus du tout de solution. Et les équipes qui vont au bout ces dernières années, je suis désolé, mais c'est pas la défense qui fait gagner des titres. Mais on est d'accord. Ça va pas voilà. Moi, vraiment, on a grandi avec cette mentalité, mais la défense fait gagner des titres. Ouais, frérot, les forts joueurs qui te mettent des pantons, c'est eux qui font gagner des titres. Les superstars font gagner des titres. Les superstars font gagner des titres. Donc ça, j'en suis clairement revenu. Pour moi, il y a de l'option. Anthony Davis, s'il ne le fait jouer que 4, pour moi, ça va être problématique. Il va falloir l'associer pour jouer small ball avec PJ Washington, avec ce qu'il a montré avec Jason Kidd. Il peut pas lui dire, tiens, maintenant, tu vas jouer que poste 3. Pour moi, ça serait vraiment, encore une fois, vouloir faire une fleur à un mec qui déboule dans une nouvelle équipe en lui disant, tu veux jouer que 4, tu vas jouer que 4. Non, pour moi. Il a dit dans les fins de match, il pourrait jouer ça, il a déjà dit. Si les Mavs veulent être champions, va falloir qu'à un moment donné, Anthony Davis, ils finissent à minima les matchs en poste 4 et qu'on mette les joueurs à leur poste préférentiel. Alors, est-ce que Daniel Gafford, par exemple, parce que Derek Lively, toujours, est plus jeune, est-ce qu'on peut pas imaginer que d'ici jeudi, il y ait un mouvement autour de lui? Je vous pose la question. Moi, je ne jure plus de rien. Gros, on a tradé Doncic. Donc, Daniel Gafford, il peut finir à l'USPEG, à Marseille, gros, je te le dis. Hein. T'en dis quoi, Stephen? Du coup, si... sur PJ Washington, j'ai moins de réticence que toi, Thomas. Alors, défensivement, j'ai aucune inquiétude sur sa capacité à défendre sur les postes extérieurs, notre ami PJ. Offensivement, on sait qu'il est
exceptionnel dans le corner, sur les spot-up, sur le catch and shoot à 3 points, qu'il est capable de mettre un peu le ballon par terre, un ou deux dribbles, et de se lever. Je pense que les situations, celles-là, il les aura. Alors du short roll, il en aura un peu moins, sauf s'il existe des plays pour jouer des pick and roll avec Irving et le poste délié sur du short roll. Je rejoins Erwan sur le fait qu'Anthony Davis, il jouera pas 4 l'intégralité des matchs. C'est qu'à un moment donné, tonton, tu vas devoir jouer poste 5 avec PJ Washington poste 4. Mais ça donne énormément de possibilités à Jason Kidd, qui là aussi va devoir step up aussi un peu son niveau de coaching, Jason Kidd, parce qu'il a beaucoup de possibilités en magasin. Tu joues avec AD, tu joues avec PJ Washington, tu joues Gafford, Anthony Davis, tu peux jouer avec 3 petits derrière. Il y a beaucoup de choses en magasin. Maintenant, trader Gafford, comme Erwan, en fait, là j'ai envie de te dire non, mais je serais surpris de rien. Est-ce que Derek Lively est à l'abri parce que c'est un jeune? Parce qu'il n'est pas à l'abri d'être tradé aussi, Derek Lively. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y en a pas en trop, vraiment? Qui est la plus grosse valeur marchande aujourd'hui, Gafford ou Lively? Lively. Qui est amené à être un meilleur joueur. Mais donc c'est pour ça que je le garderai, moi. Mais sauf que si c'est le meilleur monnaie d'échange et que tu peux remettre le grappin sur un autre très faux joueur, pourquoi pas bazarder ce jeune rookie, deuxième saison qui est blessé d'ailleurs en ce moment. Ouais, tout à fait. Je vous donne une petite info aussi, je sais pas si vous l'avez passé, mais Anthony Davis, pour faciliter le trade et les finances des Mavs, il a refusé. a refusé sa trade kicker de 5,9 millions. Beau cadeau, hein. Ah, il va pas sacré cadeau, hein. Ouais, il a dit, je le récupérais avec les taxes au Texas. On en revient toujours à ce truc-là. C'est quand même, il se passe des trucs en NBA. Donc, et aussi, les Lakers étaient contents de laisser partir Anthony Davis à Dallas parce qu'ils voulaient pas le niquer, tu vois. Ils voulaient qu'il soit dans un projet où il pouvait gagner maintenant et tout. Genre, ils ont été classe. Mais est-ce que vous croyez que dans la tête de Rob Pelinka, de Jenny Buss ou même de JJ Redick, ils ont pensé à un moment, sans l'appel des Mavs, trader Anthony Davis? Non. Moi, je pense je crois que c'est l'occasion qu'a fait le larron. Et ils avaient peut-être un doute sur est-ce qu'Anthony Davis peut être notre option numéro 1 après LeBron. Je pense que ça, c'est une question qu'ils se sont posées. Et c'est pour ça qu'ils sont allés sur Lucas, en fait. Mais personne n'imaginait. Je pense que personne n'a appelé les Mavs pour Lucas, en fait. Enfin, tu vois. Et donc, c'est l'occasion qu'a fait le larron. Après, les Lakers, là, pour moi, ils s'achètent 10 ans avec une future superstar. T'as déjà l'avenir. Alors, va falloir tout construire autour. Allez, attends, tu veux qu'on en parle? C'est maintenant. Je vous dis juste un dernier truc, moi, qui m'amusait. C'est quand même drôle de voir Klay Thompson, Kyrie Irving et Anthony Davis sous la même bannière. Eux qui ont été peut-être les 3 meilleurs lieutenants des 10 dernières années, que ce soit avec Steph, que ce soit avec KD, avec LeBron. Mais que aucun en option numéro 1, Clay c'est différent bien sûr, mais aucun n'a jamais réussi à amener une équipe très très loin en play-off en option numéro 1 dans leur prime. Bon, c'est le moment. Donc c'est le moment. C'est juste une petite, pour fermer la parenthèse sur les Mavs, parce que je pense qu'on est tous plutôt d'accord là ici pour dire que c'est une bête d'équipe et qu'en fait ça va être ultra excitant de voir les premiers pas et de voir leur premier run de play-off si ils ne bougent pas d'ici jeudi, parce que jeudi on sera ensemble pour la trade deadline à 19h sur la Wina TV avec Rémi Réverchon. On est obligé de finir là-dessus, je vais quand même vous donner les cotes Winamax pour les Mavs. Elles ont changé. Ils ont grimpé. Erwan, tout simplement. Ils font partie maintenant des favoris de cette NBA. Tom va nous mettre ça, comme toujours chez notre partenaire. Carrément, la cote a grimpé juste parce que AD, alors qu'avant c'était Lucas. C'est ouf, en fait. Et tu vas voir surtout que les Lakers sont grimpés. Donc, comme vous pouvez le voir, les Celtics sont toujours largement favoris avec Oklahoma. Ils sont égalité maintenant à 3,25. Les Cavs à 9, New York à 12. Maintenant, ils sont 4e bien installés. Les Nuggets sont montés à 15, autant que les Lakers avec Luka. On en parle de quelques instants. Et les Mavs aussi, comme d'hab, vous le savez, Winamax est notre partenaire. On ne joue absolument pas de l'argent qu'on n'a pas. On ne joue absolument pas quand on est mineur. Et on fait attention parce que c'est très, très dangereux. Et on compte sur vous pour le faire intelligemment. On s'amuse, c'est toujours du jeu, les jeux d'argent et de hasard. Voilà. C'était les petites cotes qu'on voulait vous mettre pour ceux qui y croient à fond, pour les Mavs, pourquoi pas, ou pour les Lakers, puisque donc on va passer à la 4e question. Sauf si Stephen, tu restes avec nous? Ou on te laisse? C'est quoi, ça dépend de la question. Et la question est la suivante. Pourquoi les Lakers n'ont pas hésité à faire ce trade? Tu peux faire un petit mot si tu veux. Ouais. Et c'était tout ça le premier. Au pire, je vous écoute. Tu sais qu'il y a Twitch pour ça, ou YouTube. On est d'accord que les Lakers, Erwan,
À partir du moment où Nico Harrison appelle Rob Pelinka et qu'il lui dit tu le dis à personne, on te propose Luka, on fait un échange, t'es obligé d'y aller? Bien sûr que t'es obligé d'y aller quand t'es GM des Lakers, l'ADN des Lakers. On parle beaucoup d'ADN. Alors on sait qu'à Miami, l'ADN c'est d'être affûté, c'est d'être dédié à l'équipe, au collectif, d'avoir le bon comportement. Il y a d'autres. Bon, l'ADN des Lakers c'est les stars. Aujourd'hui, on a beau adorer Anthony Davis, la superstar c'est Luka Doncic et tu peux pas aujourd'hui avoir l'occasion de récupérer une superstar qui a 25 piges et qui fait ce qu'il fait depuis qu'il a NBA et dire oh attends je vais réfléchir. L'autre il a dû dire oula je vais passer pour un génie alors qu'en fait c'est lui juste tombé dans les mains. Donc aujourd'hui évidemment que les Lakers n'allaient pas rater l'occasion et Jenny Buss qui alors elle pour le coup c'est la culture Lakers, elle a tout connu, les Jabbar, les Magic Johnson, les Kobe, les Shaq, les ce que tu veux. Bah, frérot, allez, LeBron, allez, emmène-moi Luka Doncic. Et puis voilà. Donc oui, ça, pour le coup, les Lakers, c'est tout ce qu'ils adorent. Et ils vont remplir la salle parce que les Lakers fonctionnent avec des superstars. T'es bien placé pour le savoir, Thomas. Un avis là-dessus, Stephen? Non, mais Erwan a raison. Alors, c'est sûr que Lucas, on le verra pas sur Venice Beach, torse-poil à faire des tractions. J'espère qu'il fera. Enfin, Shaq, je l'ai jamais vu non plus faire des tractions à Venice Beach. Pardon? Shaq non plus, j'ai jamais vu à Venice Beach faire des tractions. Après, la barre, elle lui restait dans les mains à chaque jour. Non. Lucas, je crois que Lucas est fait pour ce genre d'équipe, est fait pour les Lakers parce que ça reste un showman. Ça reste un mec pour qui les gens payent des places. En NBA, il y en a quelques-uns encore, et lui, il en fait clairement partie. Moi, si tu me demandes, si tu me dis, je dois lâcher $500 pour le match de Luka Doncic, je pense que je les lâche. Erwan aussi, Thomas aussi, je pense qu'on les lâche tous pour voir Luka Doncic jouer. Les Lakers ont besoin de ça. LeBron arrive à sa fin l'année prochaine ou dans 2 ans, et il fallait déjà préparer, parce que si tu prépares pas ça, si tu récupères pas Luka Doncic, ça veut dire que quand LeBron part à la retraite, c'est AD en fait. Ton produit d'appel, c'est Anthony Davis. Et je trouve que c'est très light et que Thomas a raison de dire que Luka Doncic, ils se sont achetés 10 ans de flashing lights. Voilà, le jaune sur Luka, je pense que ça va régaler. Maintenant, est-ce que ça va fitter? J'espère que ça va le faire. On me dit, aux côtés de LeBron, il va apprendre à prendre soin de son corps. LeBron va lui, frérot, Luka, il est passé à côté de tous les plus grands joueurs. Il était au Real Madrid, croyez-moi que si on avait dû lui apprendre c'est quoi l'éthique de travail, il l'aurait déjà apprise. À Madrid, ils l'ont plus appris à aller dans la night et à bord des canons, je te le dis. Hein. Oui. Même s'il était en champ avec Fabien Causer, qui est peut-être le plus gros travailleur du basket français, Fabien, t'as pas bien fait ton éducation dans le C'est la faute à Fabien Causer, c'est incroyable ça. Mais curieux de voir aussi l'association Les Bras de Lucas. Mine de rien, elle est quand même ultra excitante. Comment ils vont jouer au basket. On sait que c'est 2 mecs qui ont besoin du ballon. Maintenant, Lucas, il va mettre tout le monde sur orbite, comme il l'a fait à Dallas. Il a cette qualité de passe, cette qualité de lecture qui est rare, qui est peut-être le seul à l'avoir aujourd'hui en NBA. Voilà, j'ai plein d'excitation aussi de voir mon petit Lucas aux Lakers. Je fais pas la gueule à Lucas. Il est parti ailleurs, mais je vais quand même le suivre, ce petit coquinou. Écoute, merci Stephen d'avoir passé un peu de temps avec nous. Tu nous as régalé comme toujours. Merci à toi. Tu embrasses toute la famille. Il est très joli ton pull Fear of God Essentials. Il est lourd, hein. Ça te plairait celui-là. Ça, c'est mon gars, il est de la sape, là, regarde. Tu sais que ça fait 15 jours que je cherche à avoir la collab Fear of God NBA, là. Ils ont fait une collab pour la NBA Paris Game, là. Quand tu dis que t'en cherches, tu veux l'acheter ou tu veux un plug? Non, je veux l'acheter. Je t'enverrai un site. Ah, et moi, tu m'envoies pas les sites, moi. Ah, tu me demandes, je te donne toujours. Tu m'as demandé une brochette au fromage, tout à l'heure, je te donne. C'est vrai. Contrairement à celle, la brochette au saumon. Sachant que je lui ai dit. Il y avait les brochettes au fromage, oui, sachant que je lui ai demandé, toi, t'as une petite brochette au saumon. Il avait tout graille, il en avait 8. Hein. Non, 12. Arrête, 12? Non, mais non, 4. Ok. Merci, Stephen. À très vite. Allez, ciao, Philippe, c'est bien. Ciao. À dimanche, hein, je rappelle que Stephen sera en entretien. On parlera de la Leaders Cup et des meilleures, quelques anecdotes de Stephen dans sa carrière. On va se régaler. Merci, Steph. Ciao. Alors, pourquoi les Lakers n'ont pas hésité à faire ce trade? J'ai écrit 2-3 trucs. T'as parlé de l'ADN. Ça veut dire quoi l'ADN? C'est Will Chamberlain en 68, Karim Abdul-Jabbar en 75, les 2 meilleurs joueurs de leur époque. Shaquille O'Neal en 96. Bon, à part Jordan,
Et Hakim à la rigueur à cette époque. Gary Payton, Karl Malone en 2003. Souvent, on n'en parle jamais parce qu'ils sont en fin de carrière et tout. Ça reste Hall of Famer qui arrive. Pogazon en 2008 qui reste l'un des plus grands braquages avec Memphis. J'oublie pas Nash et Howard en 2012. Et on a commencé à faire des podcasts à cette époque-là et on imaginait quand même monts et merveilles. On pense bien sûr à LeBron en 2018, à Anthony Davis en 2019. Bref, ça fait 70 ans d'histoire, 80 piges d'histoire que les Lakers attirent toujours les meilleurs. Et en fait, quand il est arrivé, en fait, j'ai eu une réaction aussi, moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai la chance de supporter une équipe qui est complètement hors sol vis-à-vis des recrutements, que ce soit des trades, des free agents. Le pouvoir de cette franchise, en fait, clairement, il n'y en a pas deux comme ça, hein, même si on peut toujours débattre de qui est la meilleure franchise avec les Celtics, c'est un super débat. On adore parler des Knicks et du gros marché et tout, mais en fait, les Lakers sont complètement à part dans l'histoire de la NBA. Non, unique. Mais c'est pour ça que même quand les Lakers font des mauvaises saisons, même quand les Lakers enchaînent des mauvaises saisons, et c'est arrivé, moi j'ai connu les périodes, moi la période où je commençais à suivre la NBA, Magic Johnson vient d'arrêter, et les Lakers c'est très compliqué jusqu'à l'arrivée du Shaq, quoi. Donc, mais il y a toujours, et pourtant j'ai grandi avec, de cette culture NBA de me dire que les Lakers sont une équipe unique à part. Mais ça c'est le Dr. Buss. Aussi quelque part qui a amené ça. On parle de culture encore. Alors on parle de culture, mais alors avant ça il y a quand même eu les Will Chamberlain, George Mikan encore avant, mais même avant ça, Kareem Abdul-Jabbar est déjà là, donc ils ont déjà fait le coup avant le Dr. Buss. Mais les Lakers c'est vraiment le strass, les paillettes, c'est Los Angeles, c'est la gagne aussi. Mais c'est la gagne, en fait, c'est la gagne avec la frime, avec la night, avec le cinéma, avec les stars. Ouais, en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on de Boston, par exemple, ou l'inverse de ce qu'on te dit même quand tu vas être joueur de basket. C'est sors pas, va pas trop draguer les gonzesses, attention, entraîne-toi, non. Mais en fait, quand on a des histoires, parce que Kobe, il a beau dire, oui, j'étais à la salle à 6 heures, c'est vrai, hein, mais il arrivait d'où? Il arrivait pas de son lit, hein. Il arrivait de la night. il est sorti un petit peu. Il est énormément sorti à Los Angeles. Shaq, pareil, il a arraché la night de partout. Tous les mecs, Will Chamberlain, je t'en parle pas. Alors, Jabbar était un petit peu particulier, parce que beaucoup plus pieux, mais c'est ça Los Angeles, c'est ça les Lakers en fait, c'est cette culture de on gagne, on fait la fête, on boit du champ, et pourtant on arrive à être la meilleure équipe du monde, ce qui dans les faits ne marche jamais. Sauf peut-être au Real Madrid en Europe. Oui, c'est pour le foot bien sûr. Voilà. Qui a cette au basket ce aussi, truc au-dessus. Ouais, aussi au basket, mais bon, on a plus dans l'imaginaire le foot. Un petit mot sur Rob Pelinka. D'après moi, c'est pas le meilleur GM de la NBA quand il s'agit de construire une équipe. Il y avait la chatte à Dédé, il y a la chatte à Robin. Non, moi je pense pas que ce soit de la chatte. Rob Pelinka, pour ceux qui savent pas, était un grand agent. C'était l'agent de Kobe. Rob Pelinka, il a une qualité, c'est que tout le monde l'adore. Il a une espèce de facilité à monter des trades, même quand ça paraît compliqué. J'ai toujours en mémoire, alors, bien sûr, l'arrivée d'Anthony Davis avec tous les jeunes. Ils sont champions au bout d'un an. On a l'arrivée de Westbrook qui était, on le sait maintenant, une lubie de LeBron. Son GM a dit oui, ils ont amené Westbrook. Ça s'est mal passé. Le trade pour faire sortir Westbrook avec le recul, c'était incroyable. Tu vois, donc D'Lo, Malik Beasley, Vanderbilt, etc., etc. Et une finale de conf l'année d'après. Il a quand même un truc, tu vois, un peu différemment. Alors, lui, c'est vraiment LA. Hein. Ouais, c'est LA. C'est vraiment LA, quoi. Il est très apprécié de Ginny Buzz, bien sûr, mais je sais pas si ça avait été un autre GM, je sais pas si ça aurait été possible. C'est un point d'interrogation. En tout cas, depuis qu'il est là, il se passe des choses. Il y a un titre, il y a du mouvement, et il y a des opportunités, et il ramène des stars. Lui, il a ramené Anthony Davis, et il a ramené Luka Doncic. Et un titre. Voilà. Bon, voilà. J'ai l'impression que... c'est déjà pas mal, hein. Il y en a d'autres... de l'autre côté des États-Unis qui en rêvent de ça. Ah, tu m'étonnes. Je te pose une question avant de passer à parler un peu plus des Lakers, là. À partir de quel moment on peut imaginer que Luka Doncic soit un flop aux Lakers? Mais pour moi, Luka Doncic ne sera jamais un flop. Alors après, on pourra débattre. Moi, je crois que ce mec-là doit être un jour MVP de la Ligue, doit être un jour au moins champion NBA une fois. Après, on voit que la concurrence, elle est costaud. Mais pour moi, Luka Doncic, en fait, je n'imagine pas que ça soit un flop. Ou alors, ça veut dire qu'il est blessé tout le temps, qu'il continue à prendre du poids et qu'il digère très mal ce transfert-là. Mais pour moi, en fait, ma réponse est celle-là, Tom. C'est que ça sera jamais un flop, Luka. Il y a un monde où ça peut l'être. Et la comparaison, tout le monde en a parlé, c'est que cette aventure se transforme en une Neymar au PSG. C'est-à-dire que, au vu de son état d'esprit, du jeu de footiste, il aime trop la. Alors, la comparaison à Neymar, pour moi, Doncic, beaucoup. Alors, c'est pas simple de faire des comparatifs comme ça, mais pour moi, Neymar, Doncic aime trop la gagne malgré tout
pour que ça devienne vraiment d'un mec qui est dans les Nike. Il n'est pas dans le truc de la gagne et tout. Il n'a jamais incarné. Pour moi, Neymar à Barcelone, il est trop fort et tout, mais c'est pas le numéro 1. Doncic. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai, d'après moi, il y a quand même ce chemin des blessures à répétition. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça se trouve qu'il a une blessure chronique, personne ne le sait. Ça se trouve qu'il y a un loup dans tout ça qu'on ne connaît pas. Certains parlaient, vraiment, on va loin, mais des trucs extra-sportifs. Tu sais, il se passe tellement des trucs de dingue en NBA que on sait jamais. Mais il y a un monde où ça se passe pas bien, qui puisse pas enchaîner, qu'à 27-28 ans, il soit cramé. Il y a ce monde-là. La vraie question aussi, parce que, et tu me le disais avant l'émission, tu me disais, c'est pour moi la meilleure chose qui puisse arriver à sa carrière. C'est bien que tu le dises. C'est l'électrochoc. Et je suis d'accord avec toi. Moi. L'électrochoc ultime. On te dit, t'es le meilleur du monde, t'es le plus beau. Tu peux faire ce que tu veux, même si tu t'entraînes pas, t'es le meilleur. On le voit, on l'a vu. Franchement, on a beaucoup de chance de le voir avec la Slovénie. C'est un joueur magique. Bon, avec son attitude de merde, sa préparation et son hygiène de vie catastrophique, il va en finale NBA. Il n'y a jamais de warning, en fait, dans sa carrière, le mec. Tout va très, très bien. Il se fait transférer alors qu'il vient d'acheter une maison, qu'il a 345 millions l'été prochain, etc. etc. T'es tradé. La déception, elle est tellement dure que j'imagine que son orgueil va lui permettre à un moment donné de rebondir. Mais quand je dis rebondir, pour le meilleur pour sa carrière à lui. Évidemment, moi j'ai envie de le voir s'affûter parce que l'année dernière on a eu des débats après les finales NBA quand on dit hier on voit que là physiquement il souffre parce que c'est dur face à des athlètes comme Jalen Brown, comme Derrick White, Drew Holiday. Ouais, mais il est meilleur scoreur de la ligue, il a pas oui, vous n'avez pas besoin. La preuve que si, parce que certains mecs ont pris la décision folle de le trader par rapport à l'interrogation de sa condition physique. Moi, j'espère que ça va lui mettre un warning et que ça va lui mettre une rage. Moi, honnêtement, le scénario que la NBA a dessiné depuis dimanche matin, c'est extraordinaire. Il reste dans la même conférence. Le retour de Doncic avec les Lakers à Dallas, ça va être exceptionnel. Tu sais quand le 25 février. Le 25 février, c'est ce mois-ci. Je veux une série de playoffs Lakers, Mavs. Je veux ça, voilà. Mais je veux les détruire, je vais les tuer. Je veux que tout ça nourrisse Luka en disant, vous avez pas voulu que je gagne avec vous, je vais aller gagner ailleurs et avec l'une des plus belles franchises de la NBA que sont les Lakers. Je veux que ce mec-là, à un moment donné, dans 15 ans, 20 ans, on monte son maillot avec tous les autres, avec Kobe, avec Shaq, avec Jabbar, avec Chamberlain, aux Lakers, à la Crypto.com Arena. Voilà. Et aujourd'hui, avec ce transfert-là, qui peut lui sembler injuste, il peut se sentir trahi, qu'il écrive une autre histoire qui est peut-être encore plus incroyable que celle qu'il pouvait écrire avec les Mavs. Et j'espère qu'il va le prendre comme ça et que se rendre compte qu'en fait, son talent, s'il y rajoute à ça une petite éthique de travail, en fait, on peut en faire un film de sa vie de joueur NBA. Et Juan, je bois tes paroles. Et j'en rêve. Écoute, je vais coupler, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on en parle, je trouve ça fantastique, on a encore plein de trucs à dire. On va parler un peu de sportif. Je vous ai quand même mis un petit sondage pour savoir si, je vous ai mis, Luka Doncic peut-il se remettre en question après ce trade? Vous y répondez. Et je reprends dans quelques instants. On va accueillir Mathis, qu'on apprécie et qui est toujours très sensé dans ses propos, qui va nous rejoindre tout de suite, parce que je veux qu'on parle de la complémentarité à l'instant T, là, tout de suite, LeBron, Luka. On va faire 5 minutes là-dessus, parce que ils vont jouer ensemble. C'est l'autre info, c'est que LeBron James, GOAT parmi les GOAT, va se retrouver avec son fils prodigue, enfin comment ça s'appelle déjà? Son fils spirituel. Merde, oh, vache. Ça va mieux se passer qu'avec son fils naturel, hein. Tout à fait. Mathis, tu t'entends? Salut Mathis. Ça va les gars, vous m'entendez? Tout va bien. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super. Ah, c'est un autre Mathis. Mais c'est pas grave, il va nous régaler lui aussi. Non, moi j'ai pas de meuf. Je suis désolé. J'allais dire, je vais pas lui demander si elle est une meuf. Bravo, t'es le meilleur. Et puis ça, fidèle auditeur. Ça veut dire que c'est un fidèle auditeur. Tu me vrai. Bien sûr. Si c'est la première fois que vous êtes sur le live, tous les lundis soirs, Big Monday, Libre Antenne NBA, puis ensuite on enchaîne avec un match de légende de la NBA parce que on a les droits. Cher Mathis, est-ce que tu crois à une complémentarité et des résultats entre LeBron et Luka Doncic cette année et pourquoi pas l'année prochaine? Alors c'est bien que tu précises cette année parce que pour moi cette année j'y crois malheureusement pas. Pour la simple et bonne raison que c'est triste, on en revient toujours à la même chose, mais je pense que cette année Luka ça va être un peu short pour qu'il s'intègre, je pense, pleinement dans l'équipe. Quand je dis ça, c'est pas parce qu'il a pas le niveau ou quoi. Évidemment, on sait tous que Doncic, il fait ce qu'il veut sur le terrain, mais je pense qu'il faut arriver physiquement prêt pour que mentalement tu puisses intégrer un nouveau système, même si ça va être lui le système. Et je pense que si complémentarité il y a,
c'est plus LeBron qui va devoir s'adapter un peu, et on sait qu'il est meilleur off-ball, même si c'est pas sa prédilection. Luka off-ball, on n'a jamais vu être bon. Donc, je pense qu'il y aura une forme de complémentarité parce que c'est deux stars et que LeBron est très intelligent, et que Luka, mine de rien, est très intelligent aussi. Il y aura une complémentarité, mais je pense que cette année, elle sera pas effective, et s'ils font pas un dernier trade pour ajouter un big, ça va rien faire. Erwan, je pense. Tu répondras à la question après sportif sur qui va arriver et tout, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un duo LeBron-Luka qui semble tellement similaire? J'ai l'impression que pour la première fois de sa vie, allez, peut-être pas avec les débuts du Real, mais en tout cas, ça fait très longtemps que Luka n'a pas joué avec un joueur potentiellement plus fort que lui, qui a réalisé en tout cas plus de choses que lui. Donc ça sera toujours curieux. Après, c'est deux joueurs très similaires hein, dans le fait d'avoir la balle. LeBron peut un peu plus jouer off-ball, mais bon, c'est des mecs qui sont trop forts balle en main. Et Luka off-ball, tu dis, il est pas très bon. Je sais pas s'il est pas très bon, on le voit jamais de toute façon. Donc il est surtout il ne joue jamais off-ball. Donc ça va, on va voir. Après, il faut rajouter Austin Reeves, hein. À l'instant T, oui. Au bout d'un moment, LeBron, Doncic, Austin Reeves, qui va défendre dans cette équipe? Ils ont plus de poste 5, ils sont à poil avec Jackson Hayes. Moi, honnêtement, je crois que la saison des Lakers, elle est quasi condamnée. Alors, le classement est cool. J'espère, et parce qu'on a envie de voir LeBron et Doncic en play-off, voire play-in. Mais pour moi, avec Anthony Davis, à l'instant T, il downgrade par rapport en termes de complémentarité, voilà, aucun doute, t'as raison. Je veux voir comment Luka va revenir après 6 semaines. Steph l'a dit tout à l'heure, d'un mec qui prend pas spécialement soin de lui. La cohabitation avec LeBron aussi, qui quelque part lui était un exemple sur le terrain et même dans la manière de se gérer. J'ai beaucoup de mal à aimer. Alors, je pense que ça va être un petit de à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, et bon courage aux autres. Hein. Est-ce que ce qui s'est passé l'année dernière avec les Mavs, un peu moins cette année parce que Luka était blessé, entre Kyrie et Luka, où t'avais quand même cet équilibre entre les ballons joués. L'autre, il peut jouer off-ball. Je sais, mais juste, Luka a joué avec un mec qui a besoin de la balle pour jouer au basket. Je veux dire, Kyrie, s'il a pas la balle dans les mains, c'est quand même un peu dommage de l'avoir sur le terrain. Donc, est-ce que ça peut pas nous servir à nous, là, hein, quand on en discute, et Mathieu va répondre, ils ont JJ Redick, qui a joué avec Luka. Qui a joué avec Luka, qui a un coach qui a des idées, qui aime bien tenter des choses un peu modernes. Ben, vas-y, frérot, c'est le moment, là, hein, régale-nous, hein. T'as deux exceptionnels playmakers, ce qui se fait de mieux depuis les 10 dernières années, 15, 20 pour LeBron même. Vas-y, frérot, trouve-nous des formules. Sachant que sur le poste 5, t'as que des manchots, ben vas-y, trouve-moi des formes de jeu un peu folles. De toute façon, t'as rien à perdre, donc vas-y, joue-le. Après, n'oublions pas que les Lakers, ils sont 5 ou 6e à l'Ouest et que... Ils vont pas lâcher la saison. Ils vont pas lâcher la saison, exactement. Ah, mais il est hors de question qu'ils lâchent la saison. Voilà. Oui, Mathis, tu veux le dire? Ouais, pour répondre à ta question, moi je pense que c'est pas tant le manque de complémentarité qui va être un problème, c'est plus le fait d'être à poil sur le reste. C'est affreux là, la raquette. C'est le mec derrière Jackson Hayes qui est déjà un titulaire. C'est fou de dire que titulaire c'est Jackson Hayes, mais le mec derrière c'est Trey Jemison. Qui est Trey Jemison en soi? On l'a vu jouer. Alors je vais te dire qui est. C'est un imposteur de haute volée. On a eu la chance de le voir. Non, mais il y a Coloco aussi. Il y a aussi Coloco. On l'a vu jouer. Erwan, l'année dernière avec les Grizzlies. Trey Jemison, hardcore à voir. Hein. Comment ça, c'est vieux? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis c'est dur de citer. Non, mais... Enfin voilà, c'est. Ah bah ça arrive dans le roster. Bah attends, tu veux qu'on aille là-dessus? La dernière chose que je voulais dire sur leur relation, et Erwan l'a dit, espérons tous que LeBron ait un impact infime même sur Luka et sa préparation. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'avant-dernière question, c'était donc les Lakers vont-ils bouger d'ici jeudi? Il y a des rumeurs déjà sur Robert Williams, le grand blessé, mais rim protecteur athlétique des Blazers, Nick Claxton, très bien. Beaucoup mieux, et évidemment Miles Turner, dont je vous le dis, j'en rêve. Mais dans ce cas, tu fais ça, c'est Austin Reeves à dégager. Hein. Mais Austin Reeves est le premier fusible. Voilà. Tu peux pas jouer avec Reeves, Luka, LeBron. Je l'adore, Austin Reeves, mais c'est lui qui doit partir. Il a une belle valeur marchande. C'est un bête de joueur en devenir. Je sais pas où il ira, mais en tout cas, moi, dans mon idée, je laisse partir Austin Reeves pour aller chercher à l'intérieur. Mathis, je t'ai senti, t'étais très malheureux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement malheureux depuis dimanche. Moi, c'est terrible. Hein. Et pourtant, je suis un petit peu... Donc, en fait, je vous dis ça dans le sens où moi, je suis très fan des Lakers, en tout cas depuis qu'il y a LeBron, parce que j'aime beaucoup LeBron. Enfin bref, au-delà de ça, je trouve que casser la dynamique qu'il y avait sur cette saison, même si, évidemment, on n'était pas contenders, les Lakers n'étaient pas contenders, la complémentarité entre AD et LeBron, elle est indéniable, elle est incroyable. Et du coup, ça m'amène à une question. Moi, c'est la première réaction que j'ai eue.
après le trade. Et ce que je me suis dit, est-ce que les Lakers, ils sont pas en train d'affirmer qu'ils s'en foutent un peu de la fin de carrière de LeBron, au point de dire, bah écoute, on sera pas compétitif, mais voilà, on a la suite. Alors là, c'est bien d'avoir la suite. C'est pour ça que je comprends tous les autres des Lakers. Mais Mathis, bon, pour moi, ils sont compétitifs. Ils sont cinquième. Mais mine de rien, t'as mais ils sont cinquième avant le trade. Par contre, non, mais même là, ils vont l'être. Faut pas perdre 30 matchs d'affilée. Voilà, c'est ça. Maintenant, même en l'état. D'ailleurs, ils sont allés gagner à New York. On a vu, Papy s'est occupé de tout. T'inquiète pas. Il n'y avait pas Eddie. Ouais, il n'y avait pas Eddie. Ce que je te dis, Papy s'est occupé de tout. Non, maintenant, ce que je vais te dire, c'est que est-ce que la fin de LeBron, vous savez, pour eux, la fin de LeBron est actée. Là, LeBron, l'omnipotent, qui choisit tout, les GM, les coachs, les agents avec Clutch Sport, là, ils ont fait un truc, ils sont même pas au courant. Donc, il apprend un trade de son numéro 2, ami de la même boîte d'agents, il l'apprend au restaurant. Si le message de Rob Pelinka et de Jenny Buss, il peut lui dire, frérot, c'est la fin. On a déjà la suite. Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Et tant mieux, je veux dire, mais attends, pour tout le monde, non? Et tu sais qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qu'on entend avec des gens qui sont de là-bas que LeBron pourrait peut-être bouger. J'y crois pas trop. Et il y a une équipe qui en rêve, ce sont les Warriors. Les Warriors, et j'espère que ça se fera d'ici jeudi, rêvent de LeBron, rêvent de KD. Mais oui. Et on a entendu, au-delà des rumeurs à 2 balles sur les réseaux, il y a des possibilités, on en discute. KD, ça peut bouger. KD, ça peut bouger. Donc LeBron, quelque part, ça peut bouger. Enfin, on en est là, de toute façon. On en est là. Un dernier mot sur le sportif. Là, pourquoi si LeBron se barre, il lâche la saison? Bah, c'est l'époque qui arrive, non? Ouais. C'est l'époque qui arrive. Oui, bon. Ah, pour LeBron, tu récupères un max quand même, non? Andrew Wiggins, quoi. Oh non. Kuminga. Ouais, ok. Un petit mot vite fait sur les sportifs des Lakers, on en discutera plus longuement plus tard, mais un mec qui doit arriver, Erwan, à l'intérieur, qui tu rêves de... J'aime bien Nick Claxton, j'aime peut-être mieux même Miles Turner. Tu préfères Miles Turner, bon, c'est un meilleur joueur en même temps. Et toi, Mathis, si quelqu'un doit arriver et partir, Rui Hachimura, on en parle aussi, Vanderbilt qu'on aime beaucoup, mais bon, Gabe Vincent qui a 11 millions, il y a des mecs à échanger. Ouais, Miles Turner, évidemment, ce serait un luxe de fou, évidemment, mais sinon, Nick Claxton, j'aime bien l'idée parce qu'il a envie d'un peu se relancer. Je pense qu'il serait un peu chier dans son trou là-bas. Donc Nick Claxton, pourquoi pas. Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, merci Mathis de nous avoir appelé, tu nous as régalé. Merci. Je m'attendais tellement pas à ce que Luspeg soit cité ce soir. Je sais pas ce qui est le plus fou. Une fois toutes les 2 semaines, Tiens, fou, quoi, Luspeg, c'est mon club formateur. Ah ouais? Mais frère, ton gars ou quoi? Stade Le Duc et tout, mais tu es un fou, toi, ou quoi? Non, mais on les a tapés la saison dernière. Ah, voilà! Normal, maintenant que je joue plus. Maintenant que je joue plus. T'étais où quand je mettais 30 points par match en cas des régions première année, frérot? Tu joues où? J'étais un spermatozoïde. Ah, d'accord. Tu joues où, le dire des bêtises, là? Je joue au Bagne. Ah, au Bagne, voilà. Au Bagne. C'est un bon petit club, au Bagne. Ouais, ok. Ils sont sympas. On aime tous les bons petits clubs, nous ici. Merci Mathis en tout cas de nous avoir appelés. Bon, allez, bisous les gars. Ciao. Salut. Et évidemment, on suivra parce que les Lakers vont pas s'arrêter là. Dernière question et peut-être la plus importante de tout ça. Et ensuite, on parle des Spurs, promis juré. Je vous vois là, vous avez envie d'en parler. Les fans des Spurs, ils se la racontent tellement ces bâtards depuis ce matin. Tous mes potes fans des Spurs, ils m'appellent. Ouais, maintenant, il nous faut un deuxième pivot. Je veux Valanciunas. Ouais, d'accord, demande à Patrick Ewing de rejouer si tant qu'il est. Ah, il se voit beau. Le titre dans 2 ans. Allez, c'est bon. Mais bon, on vous comprend. Ouais, si tu t'enflammes pas comme tu t'enflammes jamais, à un moment donné. On en a beaucoup parlé dans le dernier First Day Show. Allez voir parce que on va pas rajouter beaucoup de choses malgré une contrepartie. Ah ouais. Cadeau. Mais voilà. Allez, dernière question dans tout ça. Erwan, c'est la dernière, et c'est peut-être la plus importante de tout ça, de toute cette histoire de Luka Doncic. Quel impact sur la NBA ce trade, et qui sont les derniers intouchables de la NBA? Parce que ce qu'on a aussi compris, c'est que personne n'était à l'abri. Et j'aimerais commencer par mon mea culpa de la semaine dernière, enfin, par rapport à la semaine dernière, on a beaucoup parlé de Joel Embiid, et moi, jusqu'à dimanche, là, je croyais encore que tant qu'un joueur, enfin, une superstar ne demandait pas son trade, elle ne bougerait pas. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais de la NBA. Avec ce trade, disons-le, il n'y a plus... La République des joueurs, tout ça et tout, il y a joli putsch, hein. Oh la vache. Non, mais les propriétaires ont repris la main. Il a peut-être ouvert une nouvelle voie, Nico Harrison. Les propriétaires ont repris la main. Après, les intouchables pour... Alors, dis-moi d'abord, quel est l'impact sur les autres joueurs? C'est ça aussi la question, c'est plus personne n'est intouchable. Et bien sûr, Victor. Mais tu vois, on change de cycle, en fait, quelque part. J'ai l'impression... Honnêtement, ce trade de Doncic, on a titré le trade du siècle, c'est pas pour rien. C'est une superstar de 25 ans qui est un top 3, top 5 meilleur joueur depuis qu'il est rookie. C'est un génie de son sport. C'est un mec dont on parlera dans 10, 15, 20, 30 ans de Doncic. Peu importe ce qu'il réalise d'ici la fin de carrière, c'est un mec dont on parlera toujours. Luka Doncic, par son talent, par son génie, par la manière dont il a marqué l'histoire de ce sport.
alors qu'il a que 25 ans pour l'instant. Et ce mec-là, on l'a tradé. On l'a tradé sans rien lui dire, sans en parler à son agent. Donc c'est aussi quelque part, on a vu ce qu'a fait KD quand il veut signer aux Nets, quand il veut partir des Nets. On a vu ce qu'a fait Kyrie Irving, LeBron. On a vu toute cette génération-là qui a changé les choses. Là, quelque part, il y a un mec qui s'est levé parmi tous ces millionnaires joueurs de basket talentueux, mais parfois mégalomanes, a dit, ben moi j'ai ma vision et je vais aller au bout de ma vision. Et de toute façon, vu que tu es sous contrat, tu vas faire ce que moi je dis. Et c'est-à-dire partir. Donc ça peut rééquilibrer les cartes. J'espère non plus qu'on va pas tomber dans une folie de trade, parce que ce qu'on aime, c'est quand même de la régularité et des projets bien pensés, et pas que partir sur des visions complètement folles avec des GM qui arrivent, qui viennent jouer au blackjack. C'est pas ça être un bon GM. Là, Nico Harrison a tenté un truc. Et c'est ce qu'il dit lui-même, ou je suis un génie, ou je serai un fou. Enfin, c'est pas ça la vision d'être un GM. Mais là, pour le coup, ça nous excite et ça nous donne du grain à moudre. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression que les forces, je sais pas si ça a basculé, mais en tout cas, ça s'est rééquilibré. Écoute ce qu'a dit Yanis. Parce que la déclaration de Yanis est tellement lourde de sens. On va prendre le temps de la lire parce il a toujours les bons mots. On ne peut rien prendre pour acquis. Être All-Star, représenter son équipe, sa famille. J'essaie de jouer avec la joie et en même temps, je comprends l'aspect business du basket, que parfois les équipes doivent faire les meilleurs transferts qui sont bons pour leur organisation, leur situation et de titre. Mais cela doit marcher dans les deux sens. Il enchaîne ensuite en disant: quand un joueur pense qu'il doit aller dans une autre équipe et qu'il croit qu'il peut avoir une chance de gagner un titre, on ne peut pas le crucifier et dire qu'il n'a pas été loyal et qu'il a laissé tomber tout le monde. L'histoire nous a montré qu'on doit faire ce qui est le mieux pour nous et notre famille. Et enfin, un Européen va être le visage des Lakers. C'est quelque chose de nouveau pour l'Europe. Cela n'est jamais arrivé. Vous savez ce que je veux ? Je veux Luka aux Lakers, je veux Jokic aux Knicks, je veux que tous les Européens aillent dans les grands marchés pour voir quelque chose d'exceptionnel. C'est mon rêve. C'est pas incroyable cette fin. Viens au Knicks, frérot. Viens au Knicks, on t'attend. Hein. Yanis a toujours eu des rumeurs autour de lui. Un jour, on a beaucoup parlé de Miami, on a parlé des Warriors. Mais la sensation qu'on a tout de suite, je pense, en lisant ça, en l'entendant le dire, c'est le putsch des Européens est confirmé. Avec la raison, il y avait Pogazol aux Lakers, mais là, en visage de la franchise. Mais les joueurs NBA... Les meilleurs joueurs NBA sont donc les Européens, et ça se confirme avec ça. Et les meilleurs joueurs européens vont avoir des opportunités d'être dans les plus gros marchés, de gagner le plus d'argent, etc., etc. Et ça aussi, c'est un nouveau cycle. Ouais, mais c'est dans la continuité. Quelque part, ça fait 2018-17 que le dernier MVP américain, c'était James Harden. C'était James Harden en 2018. Ouais. Donc, en fait, et depuis, c'est que des Européens, plus Embiid. Donc, en fait, maintenant, c'est des joueurs qui sont dans des franchises, dans des petits marchés ou moyens marchés. Là, c'est quand même un gros marché. Oui, c'est pas un petit marché. Voilà. Mais du coup, maintenant, les Européens vont aussi représenter les franchises les plus iconiques de la NBA. Donc, on est dans la logique des choses. Il manque plus qu'à les taper aux Jeux Olympiques. C'est prévu dans 3 ans. Jokic Onyx, t'aimes bien l'idée ? Pas ouf. Je trouve qu'il n'est pas assez bon défenseur. Ok, Nick Harrison. Bon, la dernière question, c'est donc pour finir cette vidéo d'1h30 qui est extraordinaire. C'est l'une des plus passionnantes que j'ai faites. Gros, oui, tout à fait, Juan. Un bon Stavrin aussi. Il nous a régalé. Toujours la petite vanne. Il y a un mec, il y a Marjolaine qui dit trop long. Et qu'est-ce qu'il en pense, Nicolas ? Lequel ? Pas Nicolas et Marjolaine, ça veut pas dire je t'aime, c'est Dorothée. C'était ma génération. Très bien. Wax, ça va lui plaire. Je suis sûr que je vais recevoir un message de Wax. J'espère. Qui sont les derniers intouchables de la NBA, Juan ? Est-ce qu'il en reste ? Steph Curry. Ok. Steph Curry parce que... Tu vas pas dire ça en premier, moi. Alors, moi, je le dis en premier. Okay. Steph Curry parce que dynastie, parce qu'incarnation. Et pour moi, Steph Curry, sauf s'il lui demande à partir. Alors, question. Les Spurs appellent les Warriors. Steph contre Victor, tu dis non. Parce que mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est Luka Doncic, ça n'arrivera jamais. Thomas, t'es un enculé. Qu'est-ce qu'il veut, lui? T'as vu que t'as été en sortir comme ça? Steph Curry n'est pas intouchable. Il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. C'est Victor aujourd'hui. Ah oui, 29 équipes qui appellent les Spurs. D'accord. Je te mets la totalité. Ils diront non. Toi, ça c'est ton côté terre à terre. Moi, j'étais dans les sentiments. Mais non, mais t'as raison. Mais c'est avec Victor. Mais je veux dire, Steph, je souhaite qu'il bouge jamais. Victor, t'as raison. Et tout. Nicolas, on appelle les Spurs appellent Denver pour Jokic contre Victor Wembanyama. Ils se posent la question. Je pense quand même qu'ils diront non, mais voilà. Donc Jokic, je le mets. Shai Gilgeous-Alexander est pas loin de ça non plus parce qu'ils ont tout construit autour de lui. Mais si Luka Doncic que la fenêtre s'ouvre quand même.
Si Luka Doncic a été transféré 6 mois après une finale NBA, alors que OKC n'a toujours pas été, je pense que J.A. n'est pas intouchable. C'est fou. C'est là que t'as raison qu'en fait, ce que vient de faire Nico Harrison, c'est il a complètement redistribué les cartes. Allez hop, redonnez-moi tous les cartes, je touille. Giannis, c'est pas comme ça qu'on fait d'ailleurs. Giannis c'est un intouchable pour moi, tu vois, par exemple. La preuve, allô, j'ai Luka. On fait Giannis? Non. Mais le gros souci avec Giannis, contrairement à Jokic, à Steph et tout, c'est que Giannis, franchement, je vous dis la vérité, je sais qu'il va partir un jour. Oui. Enfin, tu vois, je trahis aucun secret. On le sait, un jour, Giannis va bouger des Bucks. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, si... C'était peut-être, hein. Ouais, à voir ce qui va se passer en playoff. Mais voilà, si ça se passe encore mal en playoff, ça fera 3 ans d'affilée. À un moment donné, il va dire, oh les frères, je vous aime bien. Allez. Si tu viens les rumeurs avant sa prolongation, avec Miami, on sentait que il y avait du stress là-bas. Mais dites-nous, hein, LeBron n'est pas intouchable. Ah ben alors, plus que jamais, là, c'est... Ouais, mais je le dis. Il a été toute sa carrière. Là, il est plus intouchable. Là, il est clairement plus intouchable. Il y a des gars ça peut se confirmer dans 3 jours, hein. Bah oui. J'ai vu des gars qui nous disaient sur les réseaux, Anthony Edwards... Bradley Beal est intouchable parce que personne n'en veut. Il a envie de rester pour sa famille. Ouais, tu m'étonnes. C'est lui qui décide, de toute façon. Anthony Edwards, Jason Tatum sont peut-être les meilleurs joueurs américains aujourd'hui. Mais c'est contre Victor, oui. Attention, le truc de Victor. Donc voilà, pour clôturer cette très longue vidéo, il y a des no-trade clauses, mais là, c'est un débat philosophique. LeBron a une no-trade clause, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais c'est philosophique. C'est qui, dans notre esprit, après ce trade, est encore intouchable. Je vois tous dire Bradley Beal. Non, mais bien sûr, les mecs. Mais suivez un peu, vous, quand même. On est meilleur que ça. Tatum intouchable, on nous dit Jalen Brunson intouchable, c'est que des mecs qui sont transférables. Je viens d'avoir une petite info, là. Dallas avait donné à Luka 11 jours d'excuses, d'absence dans le mois de novembre pour perdre du poids. Et ça a été masqué par une blessure au poignet. Oh, il y a des trucs qui sortent comme ça. On va se régaler, là. Bon, écoute, en tout cas, Luka Doncic est un joueur des Lakers. Il devrait être réhabilité à jouer d'ici le All-Star Game. On parlait du 7 février. Au vu de ses joues dans le jet, j'ai du mal à y croire. Putain, ouais. Anthony Davis... Parce que ça, on peut le dire quand même, quand je le vois avec Rob Pelinka sur les photos, je me dis, waouh, le salaud! On a regardé 1 heure de highlights sur toute la carrière parce que vous connaissez, on est des enfants. Quand tu revois ses premières années, c'est fou ce qui s'est passé, comme il a gonflé, mais bon, bref, on le sait tous. On a hâte de voir Anthony Davis faire son premier pas, ça va être passionnant à suivre. Pour tous les fans des Mavs qui sont tristes, on pense à vous, les gars. Et puis voilà, c'était un moment extraordinaire. On a mis beaucoup de temps pour débriefer. Je pense que c'était important. Et j'espère que dimanche matin, on est lundi soir, t'es un fou, toi. Dans le monde d'aujourd'hui, on a mis du temps. Oui, mais parce que les gens n'ont plus de patience. Mais est-ce que les gens, tu vois, ils se disent, oh, mais quand est-ce que vous faites la vidéo? On vous attend. Mais voilà, frère, on vous a mis un bon EJD Benza dimanche midi. Et merci pour les retours. Superbe sujet. Merci à Mélo pour les images. Merci à Léo au montage. C'était top. Et puis voilà, puis on arrive lundi soir. Tu commences bien ta semaine avec une énorme vidéo d'1h30 où on a dit plein de choses avec des infos, avec des retours. Voilà, on n'est pas que dans l'émotion. Merde. Parce que la réaction à chaud, ça marche, mais c'est mieux d'avoir un jour de plus. Voilà. Très bien les gars, eh bien on s'arrête là-dessus si t'es en replay bien sûr sur YouTube et que tu as regardé ça mardi, et puis on en rediscute aussi dans le Thursday Show parce qu'on forcément voilà, si t'as une nouvelle info comme ça, il y en aura d'autres qui vont ressortir, mais en tout cas voilà, c'était la grosse info et on est ravis de pouvoir en discuter avec vous. C'est que le début, Thomas. Et c'est que le début de cette nouvelle histoire, tout à fait.